bon, bonjour à tous, merci à tous d'être là. Donc je m'appelle Rui, j'ai repris ce groupe il y a quelques temps parce qu'il était un peu en train de décéder. Et je trouvais ça un peu dommage, concrètement, parce qu'il y a plein de choses à dire et puis ça fait vraiment partie des problématiques actuelles. On a eu une première réunion il y a quelques temps pour décider un peu ce qu'on voulait faire avec ce groupe. Et notamment, on est parti sur le principe de se dire que Continuous Delivery, c'était pas le seul point essentiel. Et du coup, on a aussi introduit le côté un petit peu plus lean entreprise pour dire que voilà, y a une partie technique, mais il y a aussi toute une partie à côté qui est aussi super importante. Donc Yannick s'occupe, c'est lui qui va principalement prendre la main sur l'organisation. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, vous nous envoyez, vous nous poussez des petits messages. Et puis voilà, parce que c'est aussi la communauté qui fait le groupe et qui est là pour proposer des choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à proposer des choses et à nous parler de ce que vous faites et comment vous le faites, et ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de voir, les sujets que vous avez envie de voir traités, etc. Un dernier petit mot pour vous parler aussi d'une conférence qu'on organise au mois de mai qui s'appelle Ncraft, qui est principalement axée software craftsmanship. Plutôt on vient plus de la communauté .NET, enfin en ce qui me concerne, donc il y aura beaucoup de speakers qui viennent de la communauté, mais ça va principalement parler de programmation fonctionnelle, de DDD, de DevOps, enfin voilà, de tout un tas de choses. Côté DevOps justement, il y aura Paul Stack qui viendra pour parler d'un certain nombre de choses sur le sujet. Donc voilà, donc ça se tiendra le 21-22 mai 2015. Pour plus d'infos, vous allez sur ncraft.io. Et puis sinon, vous me posez des questions, ce sera relativement facile à trouver. Et je vais passer la main à Yannick. Merci. Puis maintenant, on ne peut plus troller Microsoft vu que c'est plus open source que Java. Voilà. Donc oui, moi j'ai en fait le sujet, alors pour me présenter, je suis Yannick Gresinger, j'ai rejoint il y a quelques temps maintenant un petit SSOD qui essaie de grossir qui s'appelle Carbon IT. Alors, si vous cherchez de nouvelles opportunités, n'hésitez pas à venir me parler. Tout le monde cherche en ce moment, c'est pas dire. Pourquoi le Continuous Delivery? Parce que en fait j'en suis venu, moi j'en ai jamais fait en réel. Je connais le sujet de loin, mais chez mes clients, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. C'est un sujet, à mon avis, qui est encore, chez certains, moins jeune, mais sur la plupart encore jeune, voire inexistant. Pourquoi? C'est surtout moi qui ai poussé la notion de Lean Enterprise. Je vais expliquer un peu ce que ça fait. Déjà, c'est super bien de rajouter un buzzword. Ça rajoute comme ça, on va peut-être essayer d'avoir plus de monde les prochaines fois. Et Continuous Delivery Angular, ça le faisait pas. Ouais, voilà, Continuous Delivery Angular, c'était pas top. Non, pourquoi? Parce que Continuous Delivery, c'est un sujet technique, et je pense que, enfin, Dimitri, je pense que tu seras d'accord avec moi, Continuous Delivery, c'est aussi un gros problème organisationnel. Et Lean Enterprise, c'est un peu le pendant, on va dire, plus vraiment organisation, centrée sur l'organisation de comment livrer en permanence, comment livrer de la valeur en permanence. Alors bien sûr, pourquoi Lean Enterprise, ça fait partie de la Lean Startup Series, c'est un sujet que je connais beaucoup mieux, mais qui m'intéresse énormément. Et justement, comme start-up, tout le monde pouvait se dire mais ouais, mais nous on n'est pas une start-up, on est une vraie boîte. Et ben ils ont fait Lean vraie boîte. Il y a plein de places devant. Il y a plein de places devant. Comme disait Rui, je suis à 200% avec lui. C'est votre communauté, ça veut tout et rien dire. C'est à vous de proposer aussi des choses. C'est à vous de dire bah, moi j'ai fait du continuous delivery, ou j'ai essayé d'en faire, ou j'ai raté. Pourquoi, comment, ou j'ai des idées, pourquoi, comment, n'hésitez pas à proposer. Moi j'ai quelques idées de speakers que j'ai déjà rencontrés, par exemple à la Société Générale ou à Capitaine Train, je crois qu'ils en font aussi plutôt à bon niveau. Donc l'idée c'est d'abord faire venir des gens de bon niveau, mais après la source va se tarir assez rapidement. Et en faire des meet-up maximum une fois par mois. Après moi je pense que si je me laisse faire, ça sera plutôt tous les 2-3 mois. Mais si vous voulez proposer des choses, n'hésitez pas. Puis ça peut se faire aussi en mode open space pour que chacun amène ses sujets et qu'on discute autour de ça. Même s'il n'y a pas de speaker, ça apporte aussi énormément de valeur. Et puis des fois, on arrive avec des problèmes et puis finalement en discutant avec d'autres gens qui ont une autre vision ou qui ont une autre expérience, voilà, ça peut apporter aussi des choses. Donc on peut très bien organiser aussi des open space sur le sujet.
Un dernier point, oui aussi, pourquoi Lean Enterprise, c'est un bouquin, j'ai pas lu Lean Enterprise, ça fait partie de la bibliothèque, ma task list de livres à lire, mais c'est surtout un bouquin qui s'appelle The Phoenix Project, qui est tiré d'un autre bouquin qui s'appelle Le But, The Goal, et qui, si vous voulez vraiment lire un bouquin très simple à lire en mode roman, sans trop de technique, qui explique comment délivrer de la valeur en permanence et surtout pourquoi on doit le faire au XXIe siècle, n'hésitez pas à aller lire, c'est super. Voilà. Ouais, Phoenix Project, c'est top. Et le continuous delivery fait bien sûr partie des pierres angulaires de la méthode. Bon, on va peut-être pouvoir y aller. Hein. Parfait. Je vous laisse mettre. Bonjour à tous, je me présente, je suis Benjamin, je suis développeur chez Phoenix Project. Ouais. Je suis développeur chez lesfurets.com, Dimitri qui est... Je sais pas, chez lesfurets.com. Non, je suis responsable des développements, coach aussi organisationnel des équipes et du delivery. En gros, c'est mon boss, quoi, pour faire simple. Et donc pour ceux qui connaissent pas lesfurets.com, on est un petit site de comparaison d'assurance qui essaye de devenir grand. Et on va vous présenter dans la session de ce soir comment et pourquoi on est arrivé à faire du continuous delivery depuis à peu près 1 an. Donc on va commencer par poser un petit peu le contexte des furets. Donc on est une petite équipe de développement d'une à peu près une trentaine de personnes, réparties en 4 feature teams, avec 22 développeurs, 3 DevOps pour l'automatisation, l'infrastructure, un architecte codeur et des business analysts, product owner, product manager, vous les appelez comme vous voulez, qui définissent le fonctionnel des tâches. Vous n'hésitez vraiment pas à poser des questions, je pense qu'on n'est pas là pour faire une... Même si c'est filmé, le but du jeu c'est vraiment d'échanger. On est sur le format Meetup, c'est discuter. Donc s'il y a des termes que vous ne connaissez pas, du genre feature team, il ne faut pas hésiter. Archicodeur, c'est un jeu de mots. Mais n'hésitez surtout pas, on est là pour échanger. La présentation existe en vidéo autre part aussi. Donc, du coup, vous mettez quoi derrière Feature Team, c'est l'idée d'avoir des équipes autonomes avec business analysts, développeurs qui vont pouvoir mettre la fonctionnalité eux-mêmes en production sans avoir à dépendre d'une autre équipe, ni en amont ni en aval. Et qui vont être dédiés à certaines briques fonctionnelles et techniques de l'application. Il n'y a pas de réel Scrum Master alors dans chaque équipe? Il n'y a pas de Scrum chez nous. Il n'y a pas de Scrum. On ne dira pas il est chez Non. Il y a des devs et des product owners dans chaque équipe. Et on verra, mais on n'a pas de testeurs non plus. Et on n'a quasiment pas d'ops. Donc le site, comme je disais, c'est un site de comparaison d'assurance avec une application front, une application back. On a 6 produits, donc 6 produits d'assurance comparés, à peu près 400 000 lignes de code, 40 000 tests U et 200 tests Selenium et plus d'une dizaine de serveurs. Voilà d'où on est parti. En 2012, en une année, on avait réalisé 11 fois le site. On l'avait mis 11 fois en production, donc on était sur un rythme un peu plus pépère de planification, estimation, avant d'arriver au coding et au delivery. Là, on était en Scrum. Et depuis 2014, on est en daily delivery, donc on a fait 208 mises en production l'année dernière, on en est déjà à 36 cette année, donc à peu près 1 par jour, voire plus. Et donc l'esprit, c'est vraiment de livrer ce qui est prêt, et ceci tous les jours. Donc tous les jours, on a des nouvelles features à pousser, et voilà, on prend les features qui sont prêtes et on les met en prod. Qu'est-ce que vous considérez comme release? Parce qu'en fait, si vous déployez en prod tous les jours, est-ce que vous considérez une release, une mise en prod chaque jour? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez en prod, aujourd'hui par exemple, vous avez mis en prod, vous considérez que c'est une release en fait? Ouais. Ah, donc en fait, vous avez fait 208 mises en prod en gros. Oui, c'est ça, ouais.
Oui, c'est vraiment équivalent. C'est un binaire déployé sur un serveur de prod. Alors qu'avant, en fait, dans votre système précédent, vous aviez en fait plusieurs morceaux de code que vous envoyiez une fois par mois, par exemple. On faisait une mise en production par mois. On développait pendant un mois et à la fin du mois, on faisait toute la partie recette, validation. On a une culture très éditeur logiciel au départ, ça se sent. Et on faisait toute la partie recette en Scrum. On prenait toutes les commandes au départ, on faisait toute la réalisation et on mettait en production. Avec quelques mises en production de patch durant le mois, mais celles-là on les comptait pas trop. C'était ça. Mais on a bien un numéro de version par jour, donc les versions augmentent assez vite, plus vite que chez Google Chrome même, donc c'est dire. Donc voilà ce qu'on vous disait, on était en Scrum classique en 2012 avec un build qui prenait bien 15 minutes et surtout des Selenium qui prenaient 1 heure. Donc Selenium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des tests automatisés de UI. Du navigateur, donc qui font des parcours utilisateurs et qui vérifient que tout se passe bien. Et donc des sprints d'un mois, ce qui nous donnait en moyenne, entre les premiers devs du sprint et les derniers, une moyenne de 2 semaines entre le commit et la mise en production. Là, ce qu'on compte, c'est quand un développeur écrit du code, combien de temps après son code se retrouve en prod. Ça, c'est une notion qui vient un peu de Kanban, du lead time. Et le lead time du code, c'est, j'écris du code, quand est-ce qu'il est en production, quand est-ce que je saurai si ça marche. En moyenne, sur un sprint d'un mois, il y a une grande variabilité du temps, mais c'est, on va dire, 15 jours en moyenne pour que votre code se retrouve en prod. Et ça, c'est assez surprenant. Quand on le voit comme ça, on se dit, oh, ça fait beaucoup pour un site web, quoi. Ouais, le constat était là, pour un site web qui veut évoluer vite, qui veut grandir vite, c'est pas du tout satisfaisant. Du coup, depuis 2014, on a un peu travaillé sur le build, même beaucoup, il dure plus que 3 minutes. Et les Selenium tournent sur des grids en 10 minutes. Et ça fait vraiment la différence parce que un Selenium qui pète, ça remet en cause une mise en production. Donc si on a encore 1 heure pour essayer de fixer le problème et de relancer les Selenium, ça peut remettre en cause la MEP du jour, alors que en 10 minutes, si on est capable de les refaire tourner et s'assurer qu'ils vont bien, on peut quand même lancer la mise en prod prévue. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez build? C'est compilation, déploiement, test? Il y a déploiement aussi ou Non, il n'y a pas les déploiements. C'est vraiment compile, test. Il y a des tests d'intégration avec des accès à la base de données, des choses comme ça, mais c'est vraiment les tests unitaires et comportements sans déployer. Et après, on déploie et on fait passer les Selenium. Et donc on livre ce qui est prêt à J+1, donc une feature qui est prête, 1 jour, 2 jours après, elle part en production, si elle a passé toutes les étapes. Du coup on se retrouve avec une moyenne du commit à la MEP de 5 jours. Donc on a beaucoup plus de réactivité et de flexibilité de ce point de vue-là. Là, c'est une estimation parce que si on met du code qu'on écrit, en fait, il y a une autre mesure, c'est j'écris du code pendant 1 heure. En combien de temps je vais pouvoir le mettre en prod? Là, chez nous, c'est 2 jours, alors que à l'ancienne mode, c'était 15 jours, en moyenne. Là, un petit dev est vite en prod. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant quand on met en prod tous les jours, c'est que les choses faciles partent facilement en prod. Alors qu'avant, elle traînait pendant 15 jours dans la base de code. Si ça marchait pas, je repartais pour un tour. Et c'est la partie satisfaisante, c'est que les choses faciles sont faciles à faire. Là, je dev un truc le lundi ou le mardi, une petite feature en une journée, dans la semaine, elle est en prod. Donc le retour est ultra rapide. Dimitri va vous présenter quelques petites lectures qui l'ont inspiré pour mettre tout ça en place. C'est en plus des livres qui ont été cités. Mais grosso modo, on n'a rien inventé, quoi. On ne considère pas qu'on a inventé des choses. On a essayé d'appliquer les principes classiques et bientôt qui ont plus de 10 ans, je dirais. Donc il y a le premier, c'est le manifeste agile que tout le monde connaît. Il y a les 4 valeurs. Derrière, il y a des principes. Et en tombant sur le premier principe, c'est la plus haute priorité est de satisfaire le client. Donc ça, on est tous d'accord. En livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée.
Et là, en fait, en relisant ça, Kanban, Continuous Delivery, je le mets derrière. C'est identifier la valeur ajoutée, voir comment le livrer vite, c'est-à-dire enlever tout ce qui n'est pas nécessaire et livrer ça. Et s'organiser autour de ça est très compliqué. D'arriver à dire, voilà, si j'ai une fonctionnalité qui a une grosse valeur ajoutée, qui prend un jour de dev, je ne comprends pas pourquoi il me faudrait plus de 2 ou 3 jours pour la mettre en prod. Sans chambouler complètement le process. C'est un peu cette organisation-là qu'on a essayé de travailler finalement. Ça met du temps, c'est une évolution continue, mais ça vaut le coup parce qu'on arrive, voilà, on cause la case livrée rapidement des fonctions à valeur ajoutée, des fonctionnalités à valeur ajoutée. Derrière le livre qu'évoquait Yannick, c'est Continuous Delivery. Donc celui-là est vraiment très intéressant et très riche. C'est plutôt théorique. Donc on passe en revue les principes du Continuous Delivery. Nous ne faisons pas de Continuous Delivery. On est dans du Daily Delivery. Donc qui vu du Monthly Delivery, c'est très rapide, mais on n'est pas, dès qu'un code est écrit, on ne le met pas en prod. Ça, on en parlera un petit peu après. Il y a encore du chemin. Je ne sais pas comment font les gens qui font beaucoup mieux, mais voilà. Donc là, nous, on est en daily delivery, pour être vraiment clair. Et là, en lisant ce livre-là, j'ai découvert vraiment 5 principes fondamentaux du continuous delivery qu'on peut commencer à pratiquer dès maintenant, même quand on est en monthly. C'est un build rapide. On est passé de 15 à 3 minutes, c'est pas un détail. C'est 80 modules Maven, on fait du Java. 80 modules Maven, 450 000 lignes de code, 30 000 tests unitaires, c'est 3 minutes. Ça, je ne le savais pas, en fait, que c'était possible d'avoir 300 000 lignes de code, 30 000 tests, 3 minutes. Voilà, on a la BAC. Ça peut marcher comme ça. Il y a un peu de travail à faire, mais... Pardon de vous interrompre. Ouais. Mais vous utilisez plusieurs machines pour faire ces builds? Non. C'est sur la machine du dev. Et encore, je pense que ça va plus vite sur la machine du dev que du... Que le serveur de build continue. Je crois que le record sur une des machines, c'est 1,50. C'est Maven, build parallèle. On évite d'avoir des phases... On a travaillé la parallélisation entre les phases de test et les phases de compilation. Ça, on peut détailler. En fait, on s'est rendu compte que laisser les tests dans un même module, des fois, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, Maven compile le module, fait jouer les tests, s'ils sont longs, il ne commence pas la compilation parallèle des autres. Il attend le résultat des tests. Là, ça vaut le coup en fait de dire tout ce module de test, je le mets dans un module séparé. Comme ça, la compilation du reste, elle part en parallèle. On a découvert des petites choses comme ça. C'est un monsieur qui s'appelle David Gageot qui nous a bien aidé là-dessus. C'est intéressant. Donc, il y a des petits outils. Il a développé un petit outil qui fait un peu un Gantt chart de l'exécution du build qui peut aider. Et du coup, build rapide. Ça coûte cher à réduire, mais ça vaut le coup. Regardez le temps des tests et tuer les tests qui sont longs. Et après, la compilation Java, ça va vraiment très vite en fait. Ça coûte cher aussi à entretenir. Ouais, c'est comme un régime, quoi. C'est dur de perdre et puis c'est plus facile de reprendre derrière, quoi. Un build robuste, faut vraiment pas qu'il soit cassé quand on est. Alors nous, on n'a pas appuyé, mais on est sur la même code base. À 20 personnes, il y a 4 équipes, elles partagent tous la même code base. Donc s'il y en a un qui casse le build, c'est cassé quelque part pour tout le monde. Donc on a besoin que le build soit vert tout le temps. Donc on a pas mal de fonctionnalités en développement en parallèle, mais il faut que ce soit propre. Et un build incassable, ça se fait aussi, mais c'est important pour du continuous delivery. Chaque jour, le logiciel doit être livrable. C'est-à-dire les tests passent, les Selenium passent, et il faut apprendre à développer de manière incrémentale. Et ça, c'est une autre paire de manches. Donc on ne fait pas des grands sauts dans le vide en disant je vais refactorer la moitié de la base de code pour pouvoir avoir ma nouvelle fonctionnalité. Il faut trouver d'autres moyens de faire. Déploiement rapide et automatisé. Donc déployer un serveur de test, un serveur de pré-prod ou un serveur même pour... on a mis des DNS par machine au niveau des développeurs. Ils déploient leur version, leur branche sur leur poste et n'importe qui dans la boîte peut venir tester leur version.
Ils n'ont même pas à committer, ils n'ont même pas à déployer, ils déploient sur leur machine, il y a un DNS sur leur machine, bah voilà, c'est leur branche, elle est là, et c'est facile pour eux de donner à tester à n'importe qui leur version. C'est un petit truc, mais qui est, je trouve, qui est assez sympathique, parce que bah voilà, ils n'ont pas à faire passer le build, ils n'ont pas à tout déployer. Très rapidement, ils peuvent avoir un retour. Alors ça, c'est facile. Alors j'ai dit c'était dur, mais c'est facile. La partie difficile, c'est pour du continuous delivery, c'est monitoring en production. Quand on met en production tous les jours, on va mettre des bugs en prod. Il faut les trouver vite, parce qu'on va les corriger vite. Si on peut mettre en production tous les jours. Donc c'est vraiment un pari de dire, voilà, je vais aller vite en prod, et si j'ai des problèmes, je vais vite les corriger. Et on est vraiment dans de l'optimisme. En gros, on code bien. 99% du temps, il n'y aura pas de bugs. Donc, allons-y. Et quand il y a des bugs, par contre, je dois les trouver. Et ça, c'est vraiment important pour trouver les bugs et corriger. Et ce qui va avec, c'est quand on en trouve, il faut comprendre comment ils ont pu passer à travers les mailles. Donc, il y a une vraie activité d'analyse de la cause de pourquoi des bugs sont passés à travers les mailles, parce que si celle-là on ne la corrige pas, c'est tous les jours qu'on va avoir les bugs. Donc on est, nous, dans un espace où on a encore beaucoup de bugs en production, qui ne sont pas très graves, mais on en a encore trop. Donc on a encore là-dessus, on a une bonne vision, et là-dessus on a encore un énorme travail à faire pour éradiquer les bugs. Si je peux me permettre, pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait, par rapport, on en parlera peut-être après, mais un des gros problèmes du continuous delivery dans la vraie vie, souvent les gens ont peur de mettre en production parce que, bien sûr, on risque d'avoir des bugs. Et ce qui est intéressant dans ta pratique, c'est que tu cherches à être résilient. C'est-à-dire, s'il y a un bug, ok, je me répare tout de suite et je reviens, plutôt que d'être robuste et au final de casser obligatoirement. On est vraiment dans une culture qui évolue, de dire, voilà, on est réaliste, 99% du temps, il n'y aura pas de problème. Alors j'en parlerai un petit peu après, la vraie raison, il y a une vraie raison financière pour laquelle faire ça. Une image qui me plaît énormément, alors il y a un lien là, je crois que la recherche Google, ça doit s'appeler Facebook Tech2 pour le retrouver. C'est un article où Facebook a expliqué quand ils sont passés d'une release par semaine à une release par jour. C'est un très bel article. Il y a une image qui est un peu plus grande, mais il y a plein de concepts intéressants quand on passe d'une release tous les 100 jours, tous les 3 mois, toutes les semaines, tous les jours. Et dont je parlais, il y a des gens qui font 10 releases par jour, voire 100 releases par jour. Respect. Le premier, c'est la partie qualité. Une release tous les 3 mois, on peut prendre une semaine, 10 jours pour faire une vérification complète et totale du site par des testeurs ou un plan de test vraiment classique où on va revoir toutes les fonctionnalités. Il faudra avoir remis la documentation à jour du plan de test, il faudra tout retester, avoir des jeux de test et compagnie. Quand on le fait une fois par semaine, on a tendance à l'expédier un peu plus. Donc on va faire une journée ou 2 jours de recettes ou avoir des gens qui sont dédiés qui vont pouvoir se focaliser là-dessus. Mais une release par jour, c'est plus possible. On ne peut pas avoir des gens qui vont recetter toute la journée quelque chose que je veux mettre en prod aujourd'hui. Les Selenium qui tournaient en 1 heure chez nous empêchaient de passer en prod tous les jours. Parce que s'ils sont cassés, il me faut 1 heure pour le réparer, 1 heure pour les rejouer, j'ai perdu 4 heures, la journée elle est finie. Je ne peux pas mettre en prod. Il nous faut au moins 4 cycles complets de code, test, dans la journée pour être assez stable. Donc là, nous, c'est entre je commit et les Selenium ont fini de jouer, une demi-heure, 40 minutes, quelque chose comme ça. Voilà, ça on peut le faire 3-4 fois dans la journée. Donc on a le temps de réparer, on ne prend pas de retard, on n'accumule pas trop de retard. Donc là, on est obligé de passer à un mode où c'est les développeurs qui vont valider que leur fonctionnalité marche. Donc c'est eux qui portent la responsabilité que leur fonctionnalité est bonne. C'est à eux d'aller demander aux gens qui savent, de leur confirmer qu'elle est bonne. C'est à eux d'avoir les bons tests. Donc ça fait porter beaucoup de responsabilités au niveau des développeurs. On intègre le rôle de testeur dans le poste de développeur, mais pas forcément dans celui qui a codé.
chez nous, toutes les features sont validées par un autre développeur et aussi par les business analysts pour la partie fonctionnelle. Donc un code est vu de toute manière par deux développeurs, connus par deux développeurs. Et la validation technique, c'est une étape importante parce que c'est vraiment un tampon pour donner le droit de partir en production. Si je valide le développement de mon collègue, j'ai aussi la responsabilité s'il y a un souci qui arrive derrière en prod. Donc c'est vraiment ça qui est important. Et il y a une clé, c'est qu'on revoit la fonctionnalité unitairement. Donc on est dans du test unitaire fonctionnel. Donc le développeur, il a développé sa fonctionnalité, il va faire revoir cette fonctionnalité-là, et c'est celle-là qui va pousser en prod. Donc il y a effectivement un peu une chaîne, c'est qu'il faut que les fonctionnalités puissent partir en prod indépendamment les unes des autres. Mais comme elles partent tous les jours, s'il y en a une autre qui attend celle-là, elle part le lendemain ou le surlendemain. On n'a pas un grand lot où tout se mélange. On peut attendre des fonctionnalités assez facilement. Donc, les développeurs testent eux-mêmes leurs changements, ils portent cette responsabilité-là, et on a besoin de plus en plus d'automatisation. Ils doivent avoir un bouton vert qui leur dit ça marche pas. Ça, c'est vraiment la clé. Sans automatisation, le delivery, je ne pense pas que ce soit possible. Par exemple, si le développeur il développe une petite fonctionnalité qui implique de faire des nouveaux tests, comment ça se passe? Il met en place des nouveaux tests, il intègre le processus vous avez un processus pour intégrer ces nouveaux tests? Les tests, ils sont dans la base de code, ils vont avec. Les tests sont développés avec le code. Il y a TDD ou pas, il peut écrire son code. Par contre, s'il n'y a pas de test, il peut les écrire après avoir écrit son code s'il veut. Mais s'il n'y a pas de test, au niveau de la code review, moyen. Ouais. Et puis, quand ça cassera, parce qu'il n'a pas écrit un test, que quelqu'un a fait un refactoring, ça casse, on va se demander pourquoi, on va regarder le code, il n'y a pas de test, root cause analysis, ça c'est, voilà, la théorie passe par là. Après, la pratique, on est bien d'accord que c'est difficile d'aller revoir toutes les causes, mais il y a des zones de code, nous on a fait des root cause analysis, on a dit, toute cette partie-là, elle n'est pas testée. Va falloir qu'on s'y mette. Ça nous est arrivé il y a 1 an. On a arrêté l'équipe pendant 2 jours pour retester toute une partie de la base de code où ça cassait trop souvent. Donc pour l'instant, c'est pas de la root cause analysis, c'est de l'évidence analysis. C'est quand ça fait vraiment mal, là on s'y met. Mais on est vite poussé à le faire. Je vais accélérer un petit peu. Un bouquin fabuleux qui m'a aidé et qui nous a aidé énormément, c'est comment faire en sorte que les développeurs puissent décider eux-mêmes qu'une fonctionnalité est suffisamment bonne pour partir en production. La réponse, elle est très simple. Il faut qu'ils aient des outils pour leur dire. Soit c'est des testeurs manuels, soit c'est des outils. Donc JUnit, c'en est un. Selenium, c'en est un. On en a d'autres. Il faut qu'il y ait un outil qui lui dise « c'est bon, ça passe ». Et notre pari, c'est si c'est bon, on met en prod. Et si ça casse en prod, c'est que notre outillage n'est pas bon, et c'est donc sur l'outillage qu'on doit travailler. Ça, c'est vraiment ce mécanisme-là. Donc oui, au début, le premier mois, l'année dernière, on n'était pas hyper serein. Mais en même temps, ça faisait 4 ans qu'on faisait du Scrum, où on faisait des releases, on avait une équipe qui n'a pas énormément bougé. C'était pas un projet qui a commencé en continuous delivery comme ça. C'est une équipe qui était assez mature, avec des bonnes pratiques, une bonne base de code testée, donc on avait quand même confiance. Et puis, quand on vient de faire une grosse release, bien testée, bien validée, on a fait un gros travail de test, finalement c'est assez facile de refaire une petite release par-dessus, parce qu'il y a peu de code qui a changé, et s'il casse, je sais où il va être. La raison, elle va être facile à trouver. Et c'est vraiment cet axe-là. Donc, les développeurs sont aidés, ont des outils, et donc du coup, nous, on a ce qu'on appelle Quality Engineering. Là, c'est principalement une personne, mais je pense qu'on a plutôt besoin de 2 personnes. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir. Qui développe des outils pour les développeurs. Donc c'est un développeur qui fabrique des outils
pour ses utilisateurs, qui sont juste à côté de lui, c'est les développeurs. Et il y en a un qu'on va vous présenter, un outil qui a été développé chez nous, mais c'est tout ce qui est automatisation, amélioration du poste de développement. Donc c'est un ergonome du poste de développement. C'est pas lui qui fournit en clavier, mais pas loin. Le travail, et mon travail, c'est de développer les capacités de l'équipe de développement. En responsable de développement, c'est ça mon travail. Je ne m'occupe pas du tout du contenu. Je suis responsable de Benjamin. Je ne lui dis pas quelle tâche il a à faire. On travaille ensemble sur... non, je ne m'occupe pas du contenu, quoi. Je ne m'occupe pas des fonctionnalités. J'essaye de faire en sorte qu'elles passent assez vite, mais je suis vraiment sur les capacités de l'équipe de développement. Derrière, on a besoin de pratiques d'amélioration continue, de pratiques qui vont nous aider à fluidifier le travail, parce que là, on n'est plus dans du travail d'ingénierie où on conçoit tout un produit qu'on va fabriquer en une pièce et livrer en une pièce. On est dans du travail en continu, et Scrum peut marcher, j'ai aucun doute là-dessus. Pour moi, Kanban est beaucoup plus adapté pour nous aider à séparer les fonctionnalités. Les pratiques qui marchent vraiment bien, c'est voir où on en est. Parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui fait du rapport projet une fois par semaine ou une fois par mois, vu que c'est tous les jours. Donc on a besoin de voir où on en est. On ne fait pas de sprint planning, c'est tous les jours le sprint planning. La démo, c'est tous les jours aussi. Donc on a des bouts comme ça qui se baladent. Et du coup, l'idée de limiter l'encours de travail et d'avoir un environnement de travail stable, c'est-à-dire qu'il y a toujours des tâches en cours, il y a toujours des tâches en préparation, il y a toujours des tâches en release. Le tableau Kanban, qui est aussi utilisé en Scrum, mais en fait, il ne se comporte plus du tout pareil. En Scrum, le tableau, il commence avec tout dans la pile de gauche, je fais du développement, et à la fin, il y a tout dans la pile de droite. La vraie différence, c'est en Kanban, il y a toujours le même nombre de cartes à toutes les étapes. Tous les jours, c'est pareil. Et ça, c'est vraiment un comportement de tableau très différent. Et ça, c'est lié à limiter le travail en cours. On limite le backlog, on limite le développement, on limite la recette et on limite la production. Et tout ça fait que ça glisse. Et on peut regarder, on peut mieux observer ce qui se passe et ça donne plus d'opportunités d'améliorer. Parce que quand ça bouge à un endroit, c'est bien parce que ça bougera tout le temps. C'est pas parce qu'on vient de démarrer un sprint que tous les business analysts ou les product owners sont surchargés de travail pour faire les analyses. S'ils sont surchargés pour faire les analyses, c'est qu'il y a beaucoup trop d'analyses qui arrivent. Je réduis. Et on est vraiment dans un travail en flux. Donc il y a tous les principes Kanban s'appliquent vraiment bien. Enfin, moi, c'est un outillage parce que on n'est pas fondamentalement en Kanban. Par contre, on a fondamentalement utilisé les outils Kanban. Non, on n'est pas en Kanban encore. Il y a d'autres niveaux encore. Mais on utilise beaucoup ces pratiques-là, ces concepts-là. Et à tous les niveaux. Oui, et de plus en plus au sein de toute l'entreprise. C'est un bon virus. C'est pas la grippe encore, mais c'est pas mal. Et un axe de leadership, c'est-à-dire de responsabilisation des développeurs par rapport à leurs fonctionnalités. C'est eux qui décident qu'elle est bonne pour partir en prod. Les business analysts, les fonctionnalités, c'est eux qui décident qu'elles sont bonnes pour partir en prod. On n'attend pas un go prod de la QA par exemple. Il n'y a pas. C'est la prise de responsabilité. Derrière, pour creuser encore plus loin sur le flux, c'est ce bouquin-là qui, moi, m'a le plus retourné la tête. Il explique pourquoi limiter le travail en cours va vraiment simplifier beaucoup de problèmes. Et c'est du travail sur les files d'attente, c'est-à-dire que quand on a trop de files d'attente, les objets qui attendent, ils vieillissent à l'intérieur, et il n'y a pas de raison d'avoir autant d'objets ou de fonctionnalités qui attendent d'un seul coup, quoi. Elles ont, au moment où on va commencer à la faire, peut-être qu'elle n'a plus de sens. Donc elles ont été préparées trop tôt. On a passé du temps à les préparer alors qu'elles n'allaient pas être faites. Et du coup, on dépense de l'énergie là où on n'en avait pas besoin. Bon. Donc
ce monsieur, là, Donald Reinertsen, il dit trouvez la bonne taille en fonction du rythme auquel vous livrez, ce que vous sortez. Mais en fait, il ne faut pas en rentrer beaucoup plus, parce que sinon ça va s'engorger au milieu du système. Donc il faut vraiment s'adapter. C'est le flux de développement est un vrai support sur lequel on peut observer les choses. Et donc là-dedans, on arrive sur des conseils pour pouvoir améliorer le temps de traversée des tâches dans le système, pour livrer rapidement. Il faut réduire le coût de livraison et livrer finalement le plus souvent possible, les plus petits lots possibles, parce que ceux-là, on va pouvoir les observer, on va pouvoir pratiquer beaucoup, et on va pouvoir s'améliorer beaucoup plus facilement. Quand on livre une fois par mois, on n'a qu'une fois par mois la chance de découvrir qu'on a un problème sur les mises en production. Quand c'est tous les jours, tous les jours, on peut s'améliorer un petit peu. Voilà. Donc je ne vais pas y passer 105 ans, mais je pensais l'avoir mis ici, c'est le coût du délai, en fait, qui explique tout ce qui se passe derrière Kanban et derrière le continuous delivery. C'est les 15 jours qu'on avait entre je code et je mets en production, c'est 15 jours où la fonctionnalité ne rapporte rien. Et si elle rapportait beaucoup, j'ai perdu quelque part 15 jours. Donc si j'ai un moyen de faire en sorte que la fonctionnalité rapporte plus tôt, ça a un vrai intérêt. Donc avoir des choses qui attendent, d'avoir du stock, ça a un gros impact. Et c'est pour ça que livrer tout de suite tout ce que j'ai, plutôt que d'attendre 15 jours que je sois sûr que ce soit bon, financièrement, c'est rare où ça a de la valeur. Application bancaire, probablement, quand j'ai des gros risques financiers, mais encore, je peux aussi les tester et valider cette partie-là et investir sur les tests. Mais attendre 15 jours qu'une fonctionnalité me rapporte pour tester quelque chose qui, si j'ai bien travaillé, n'aura pas de bug, je perds de l'argent. Donc c'est un peu ça derrière. Derrière Git, on se repose beaucoup sur Git, sur le développement en branche. On va en reparler après. Mais dans la partie agilité, au niveau des user stories, vous avez dû entendre parler de invest sur les bons types de user story. Et le I de invest, qui dit indépendant, chez nous, il est obligatoire. C'est-à-dire que des tâches qui sont dépendantes, on ne va même pas réussir à les faire actuellement. Donc ça, on en parlera. C'est qu'on a séparé le code des fonctionnalités. Du coup, elles ne vont même pas se voir. Et ça permet que si une tâche est en retard, elle ne bloque pas l'autre. Donc chaque tâche avance à son rythme, et donc on ne force pas d'ordre, on n'a pas besoin de Gantt, on n'a pas besoin de chemin critique, voilà. Les choses avancent à leur rythme, ce qui est en retard, bloque pas le reste, c'est bien. C'est aussi l'intérêt des feature teams qui vont bosser sur des fonctionnalités qui sont relativement indépendantes et sur des parties techniques indépendantes et qui vont pas se bloquer les unes les autres. Vous arrivez toujours à éclater les tâches qui sont dépendantes les unes des autres? On n'a pas le choix. Donc oui, on y arrive. Quand on n'a pas le choix, généralement on y arrive. Bon, on y reviendra un peu, mais... Et sinon, on l'a fait en même temps. Faites 2 fois. Non, c'est une seule. C'est une seule. Si elles sont dépendantes et qu'il n'y en a pas une qui peut partir avant l'autre, elles sont égales, quoi. Elles sont, voilà. Elles sont à livrer en même temps, on les développe en même temps, on n'a pas besoin de les faire séparément, quoi. Et les 2 développeurs travaillent sur le même. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez 6 applications en tout, vous avez aucune brique commune en fait? Si. Il y a beaucoup de briques communes, ouais. Toute la base de code est commune, et tout est relivré tous les jours. Parce que dans ce cas-là, comment vous arrivez à découper avec des feature teams, des éléments qui sont transverses et qui ne devront pas en fait lier les uns les autres? C'est un peu... Oui. On y arrive. Je sais pas tout expliquer. Non, mais les feature teams sont plus horizontales que verticales. On va plus travailler sur des couches. Elles vont plus se partager différentes couches applicatives que différentes parties techniques. Non, c'est qu'il n'y a pas. On a des équipes qui sont fonctionnelles en fait. On a une équipe qui s'occupe de toute la partie homepage et
C'est des équipes qui sont capables de prendre une fonctionnalité entière et de la livrer. Elles ne dépendent pas d'autres équipes pour livrer. Il n'y a pas une équipe base de données qui va bloquer, parce que dans la théorie des files d'attente, cette équipe-là, elle va bloquer tout le monde et elle va faire attendre tout le monde. Donc autant avoir des gens qui touchent la base de données dans toutes les équipes. Oui, c'est dangereux, oui, c'est plus difficile, mais ça vaut tellement d'argent que de faire en sorte que les équipes puissent livrer elles-mêmes toutes les applications. Il y a un choix. Et nous, on a fait ce choix-là. Voilà. Toutes les compétences sont dans les équipes. Donc ça, c'est pour vous mettre un peu dans l'état d'esprit qu'on a. On veut livrer ce qu'on a chaque jour. On n'explique pas trop comment on a fait la transformation. C'est l'état d'esprit qui va servir à alimenter le travail. Là, c'est la deuxième partie que va présenter Benjamin. Je vais vous expliquer un petit peu, pas forcément toutes les étapes, mais où on est arrivé maintenant, et si un petit peu comment on en est arrivé là. Donc dans l'esprit Kanban, le but c'est de tirer des flux, et c'est donc de commencer par finir les choses en cours. Et on est parti un petit peu de ce principe-là aussi pour améliorer notre outil de production. Voilà, commencer par finir, quitte à tout faire à l'envers. C'est parce que donc nous, on a commencé par améliorer la production et l'exploitation de la production, la mise en production, la valide, l'intégration continue, et enfin tout ça a facilité l'implémentation. Et tout ça n'est pas venu d'un coup, c'est de l'amélioration continue aussi des différents process aux différentes étapes. Donc ce que disait Dimitri tout à l'heure, c'est que ce qui est très important quand on livre tous les jours, c'est de pouvoir s'assurer qu'on détecte bien les soucis quand ils arrivent, parce que malheureusement on n'est pas parfait. Pour ça, on a plusieurs outils, notamment Zabbix, qui nous permet d'avoir du monitoring technique sur nos machines. Mais on se sert aussi de Zabbix pour faire du monitoring plus fonctionnel, donc pour mesurer le flux d'utilisateurs qui passent d'un bout à l'autre de nos formulaires, par exemple. Donc si on voit que ça se casse la gueule, c'est que certainement il y a un bug quelque part dans le formulaire et qu'il faut vite réagir, quoi. 18 heures, taux de conversion par navigateur. Voilà, donc là clairement c'est qu'il y a un truc qui est pas bien passé. Et là-dessus, c'est assez compliqué parce que ça évolue. Donc, il faut regarder la prod souvent, voir comment elle évolue. Il n'y a pas de science exacte. C'est vraiment, on apprend du système, quoi. Et on a un autre outil qui nous aide bien, qui peut paraître tout bête, mais au final, c'est très pratique en tant que développeur. C'est que toutes les erreurs, toutes les stack traces qui peuvent arriver à la fois côté serveur et côté client, parce que pour la petite histoire, on fait du GWT, donc on écrit du Java, même pour le côté client, et ça nous génère du JS, mais du coup on a des stacks JS, et toutes les erreurs nous sont envoyées par mail, donc on est assez submergé de mails d'erreurs par jour, mais au moins on est sûr que dès qu'une erreur arrive sur le site, elle nous remonte par mail. Et on a été un peu agressif, hein. C'est un log en erreur, un mail à toute l'équipe. Et tout ça est consolidé aussi sur des périodes d'1 heure et de 24 heures pour regrouper les erreurs similaires, parce que sinon, une erreur qui arrive toutes les secondes, si elle nous met 10 000 mails, voilà. Donc on a des petits résumés. Une question quand même. 200 erreurs par jour, c'est ce que j'appelle des erreurs de bon fonctionnement, ou si vous n'arrivez pas à les corriger? On essaye de ne pas avoir d'erreurs de bon fonctionnement. On a des erreurs avec des partenaires, mais on a beaucoup d'erreurs avec des partenaires. On a pas mal d'erreurs. Et après, ça c'est pas 200 types d'erreurs. C'est que quand il y a une erreur, elle a plutôt tendance à se reproduire 200 fois. Et là, pour l'instant, on n'a pas dit si tu l'as envoyé déjà une fois, tu la renvoies pas. On a largement de quoi améliorer. Je pense qu'on a un système là qui peut être très intéressant à terme. On ne l'a pas détaillé ici, mais en fait on fait un hash de la stack, on la met dans Elasticsearch et après on peut les retrouver pour pouvoir lui dire cette stack là c'est un bug que je connais, on l'enregistre dans Elasticsearch et du coup on sait si cette stack est déjà un bug connu. On arrive à retrouver pas mal de choses, quoi.
Donc ça, c'est pas des gros développements. C'est pas forcément des erreurs aussi qui bloquent complètement le site. Hein. Ça peut être un petit truc qui s'affiche pas. Mais bon, on est loin d'être propre. Donc on n'est pas parti en continuous delivery ou en daily delivery une fois que tout était nickel chrome. Hein. On est parti en continuous delivery avec ce qu'on avait. Ça tournait en prod, on a juste pris le pas de faire des pas plus petits. En sachant qu'on prenait des risques, mais qu'on les maîtrisait quand même un minimum, ces risques-là. Voilà. L'argument de négociation, c'était on corrigera plus vite. Un autre élément important, c'est que toutes nos configs d'infra serveurs sont committées dans Git avec le code. Et du coup, un bug de config sur la prod, c'est un bug de code. Et ça nous permet aussi d'avoir des environnements locaux et de tests qui sont vraiment iso-prod. Ça, c'est très important. Ça nous permet vraiment de valider. Si on sait que ça passe sur notre pré-prod, a priori, la config en prod est quasi la même. Donc, ça devrait passer aussi. Et voilà, et tout est commité, donc on a l'historique de toutes les modifications, de tous les fichiers de config. Ça, c'est très important également. Ouais. Pour les autres solutions, vous avez juste de la prod à la prod ou ça part déjà de l'environnement? Ça part de l'environnement local, de ce que disait Dimitri tout à l'heure, nos environnements locaux, on a des alias DNS, ils sont vraiment iso-prod aussi, donc ils n'ont pas la puissance des environnements de prod, mais au niveau de la conf, c'est kiff-kiff. Par curiosité, vous utilisez quel outil pour l'infra as code? C'est à la main, c'est Puppet, Bash, Git, SSH. Bash, Git, ouais. Non, on n'a rien. On a les configs HAProxy, les configs Tomcat, les configs de base de données. C'est tout packagé et au moment de la map, c'est tout. En fait, les sysadmins, on leur a demandé de committer toutes leurs commandes et on les automatise. Okay. Ça, c'est le premier travail que j'ai fait en arrivant chez les Furets. C'est ça doit être robuste et répétable. Et s'il y a un bug dedans, c'est un bug dans un fichier. Et donc, notre sysadmin, il commit dans Git avant de redéployer, quoi. On peut redéployer des petits bouts, mais globalement, en fait, on redéploie l'ensemble s'il y a un bug. Et on ne doit pas avoir de régression du genre, attends, je vais corriger sur le serveur, ou je ne comprends pas pourquoi ce serveur-là se comporte différemment des autres. On a les firewalls sont committés dedans, tout. Et maintenant, en fait, il y a vraiment, depuis 10 ans, il y a de plus en plus de gens qui font ça, mais c'est vraiment une facilité, c'est un bug, c'est pas un bug de quelqu'un qui a fait une erreur manuelle, c'est un bug dans un fichier avec l'historique, il a committé, il a expliqué pourquoi il avait fait ce changement-là, s'il n'est pas là, on doit pouvoir s'en sortir, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi. La mise en prod, maintenant, vraiment, on rentre dans le dur, là, ce qu'on a fait quand même plus de 200 fois l'année dernière. Donc, quand on met en prod tous les jours, il faut que ce soit no-brainer, faut qu'on appuie sur un bouton, quoi. En réalité, c'est pas un bouton, c'est plusieurs boutons, mais tout est quand même automatisé. C'est pas une seule personne qui fait les mises en prod, qui se paye tous les jours la map pendant 1 heure, ça n'a aucun intérêt, donc ça tourne dans l'équipe, chacun a la capacité à le faire, tous les développeurs font des mises en prod, et les fait de A à Z. C'est-à-dire que les différentes étapes pour arriver à mettre en production, c'est créer une release branch, une release candidate, donc ça c'est totalement automatisé. Déployer cette release candidate sur les serveurs de prod, merger ensuite dans le master pour une fois que c'est en prod, on sait que c'est bon, donc on le met disponible à tous les autres développeurs. Et ça, la petite facilité aussi, envoyer une petite release note automatique, on va pas se faire du Word tous les jours pour envoyer une release note, donc c'est aussi automatisé. Alors ça, c'est la petite surprise du chef, c'est que les release notes une fois par mois, c'est facile à faire. Tous les jours, c'est une autre, on se pose la question de est-ce qu'on doit le faire ou pas. Mais il y a une obligation de traçabilité dans les boîtes mail de tout le monde de ce qui est sorti et quand. Donc ça, c'est un exercice que je n'avais pas prévu au départ, que je pense qu'il n'est même pas trop expliqué dans Continuous Delivery. C'est notifier, communiquer, c'est important. Et la release note, on a la culture éditeur, on l'avait au départ, mais on l'a gardé, y compris en daily delivery, quoi. C'est le petit journal quotidien, c'est voilà, ce qu'on a mis en prod aujourd'hui, c'est ça, ça, ça.
ça ouvre le débat. Il y a des débats assez intéressants sur les structures de bases de données avec les commerciaux, mais qui ont pas comptent le nombre de mots qu'ils comprennent, mais oui, c'est pas des release notes qui sont très verbeuses non plus et compréhensibles par tout le monde, mais oui. Du coup, pour vous aider à automatiser la création de ces release notes, est-ce que vous appuyez sur une convention pour l'écriture des messages de commit avec Git comme la convention d'AngularJS ou une de votre cru? Non, on n'a pas. Enfin, pour les messages de commit, on a une convention qui nous sert pour créer nos branches. Je reviendrai plus tard là-dessus, mais et pour identifier quel ticket se trouve où et quoi envoyer en prod. Mais non, pas vraiment, non. Ouais, c'est surtout, on est basé sur Jira uniquement pour les release ouais, voilà. notes. C'est les titres des tickets, quel ticket on montre. On met rien des commits. Des descriptifs des tickets qui partent, voilà, des tickets Jira. Sur le déploiement, donc là pareil, le déploiement zéro downtime. On peut pas se permettre tous les jours d'avoir un petit peu de downtime, ça ferait un peu beaucoup à la fin de l'année. Donc on se base sur du blue-green. Je vais expliquer après pour ceux qui connaissent pas en quoi ça consiste. Donc le déploiement blue-green, c'est le fait d'avoir des serveurs qui sont dupliqués en prod. Donc un serveur avec la version courante, un qui a la version de la veille, et un load balancer en entrée qui envoie le flux sur un ou l'autre serveur. Donc quand on déploie le nouveau serveur, la nouvelle version sur les serveurs qui étaient pas up, on commence à balancer le flux dessus. On attend que les sessions se terminent sur l'ancienne version. Et on balance entièrement le flux sur la nouvelle version N+1. Ça, c'est... il faut avoir de la chance. Pour faire ça, c'est qu'il faut être capable d'avoir les deux versions qui travaillent avec sur la même base. De données. Bon, on peut faire du blue-green sur la base aussi, mais ça devient un peu plus compliqué. Nous, c'est vrai que c'est juste sur les Tomcat de prod qu'on fait le switch, et du coup, ça simplifie quand même la... Mais là-dessus, sans rentrer trop dans le détail, comme on release tous les jours, il est possible de releaser une modif de la base de données qui va supporter le code de demain, releaser le code de demain qui est compatible avec les deux versions de la base de données et recommencer. Donc on est capable de faire 3 pas. Alors qu'avant on n'en avait qu'un seul, une fois par mois, on ne peut pas. Là, il y a des versions qui peuvent être assez changeantes. On a droit des versions intermédiaires. Puis on est capable de faire aussi un truc, c'est que si vraiment on a un gros pain, on peut rerouter le trafic sur la version de la veille assez facilement, faire un rollback quasi instantané si vraiment on a un gros pain. Mais c'est franchement rare qu'on fasse ça, quoi. Mais ça sert, c'est-à-dire voilà, on a une continuous delivery, et c'est ce que font les gens qui déploient 200 fois par jour, c'est quand il y a un pain, ils reviennent automatiquement, eux, à la version d'avant. Ils disent, tu recommences. La release candidate, donc la branche qu'on met en prod, là c'est pareil, elle est entièrement automatisée. Donc on flag des tickets dans Jira avec la version du jour qui part en prod. Ça construit une branche automatiquement en allant chercher les tickets qui ont la bonne version qu'on veut mettre en prod. Ça la déploie sur un environnement de pré-prod. Ça lance tous les tests, JUnit, intégration, Selenium et compagnie. Et ça lance aussi notre framework de test UI, donc c'est un des outils qui a été développé en interne par la QA dont vous parlait Dimitri tout à l'heure. C'est un outil de comparaison d'images entre les différents environnements, dev, pré-prod, prod, et sur chacun des devices, donc tablette, desktop, mobile. Et ça, donc on a une liste de pages qu'on rentre dans cet outil-là, qui va faire des screenshots de toutes ces pages sur tous les environnements, et faire une comparaison pixel à pixel de chaque image, et qui va calculer le pourcentage de diffs graphiques. Donc il peut y avoir des diffs qui s'expliquent par des nouvelles features, mais s'il y a des diffs qui sont a priori anormales, elles nous sont remontées directement, et on essaie de les expliquer, de comprendre pourquoi. Voilà en gros en quoi ça consiste. On a nos environnements stage, pré-prod, prod, et les pages qu'on veut screenshotter. Donc là, il n'y a aucune différence, donc il n'y a aucun souci. Mais là, en revanche, il y a 4% de différence. Donc est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce qu'il y a une feature qui peut l'expliquer? Ça, c'est un bon garde-fou parce que c'est pas évident, les diffs graphiques, faire péter une ligne de CSS, c'est des trucs qui arrivent assez fréquemment.
qui peuvent avoir de fortes conséquences si un bouton est plus cliquable par exemple. Même on en a fait l'amère expérience. Ça peut bloquer complètement un parcours utilisateur et donc on a mis ça en place et c'est vraiment un gros gain. Et ça, c'était le dernier chemin pour éviter d'avoir que des gens refassent tout le parcours visuellement à la main, parce que Selenium ne nous aide pas là-dessus. Parce que on a eu des boutons qui sont passés derrière d'autres. Selenium, il passait très bien dans le DOM, il les retrouvait, mais l'utilisateur, non, pas du tout. Donc, on a pris le choix de passer là-dessus pour que aussi on nous embête pas quand on a un problème de régression graphique. Là, c'est vraiment la root cause. La root cause, c'était on a un bouton qui était venu sur un autre, on n'avait aucun moyen de le faire. La seule solution, c'était tous les jours, il y a un mec qui prend l'iPad et qui regarde tous les écrans. On l'a fait, puis au moment, on s'est dit non. Donc on a rajouté voilà, le display iPad, l'iPhone. C'est surtout la taille d'écran. Comme on est en GWT, on supporte assez bien tous les types de devices et compagnie. Là, c'est vraiment la taille de l'écran qui posait problème. C'était une Media Query que sur tablette qui faisait que le bouton, il n'allait pas où on voulait, quoi. Donc ça sert. On a encore plein de développements qu'on veut faire dessus. Je vous cache pas qu'on travaille fortement pour l'open sourcer. Il est à 2 doigts d'être open sourcé parce qu'on n'a pas comme métier de développer ça pour nous. S'il y a des gens qui veulent contribuer, on devrait pouvoir y arriver. On ne fait pas un sport d'open sourcer des applications, mais celle-là est suffisamment propre pour qu'on puisse voir. Et quand on fait du daily delivery, chaque jour, on repart à 0. Donc ça, quand on le release tous les mois, dès qu'on a une différence entre prod et pré-prod, on va la garder pendant un mois. Quand on met en prod, alors on va avoir une erreur, si on la rate, on la rate, mais le lendemain, il n'y a plus d'erreur, on est iso-prod. Donc chaque erreur, elle vient, c'est celle d'aujourd'hui. Donc c'est du code qui est frais en tête, c'est du code qu'on peut corriger. Et, petit bonus qui est sympa, c'est que comme tout est historisé, on a les screenshots de tout le site, de toutes les versions, donc on peut remonter dans le temps et voir les évolutions, faire un petit time-lapse du site, c'est assez sympa. On va peut-être accélérer un peu parce qu'on a un peu en... donc toujours pareil. Si vous ennuyez, vous le dites. Hein. Toujours pareil, de l'outillage, de tests, donc un maximum d'automatisation, donc encore une fois, les tests unitaires, les tests d'intégration, les Selenium, ce dont on parlait tout à l'heure, la code review par un autre développeur, c'est vraiment la base de tout, hein, c'est un des premiers garde-fous, et la validation fonctionnelle auprès des business analysts, des product owners, au moins que fonctionnellement la feature elle fasse le job. C'est bien qu'elle fasse le job techniquement, qu'elle soit pas buggée, mais si elle fait pas le job fonctionnellement, c'est pas top. Sur la code review, un petit mot. Moi j'ai demandé à ce que tout code qui part en prod a été revu par quelqu'un qui n'a pas travaillé sur la fonctionnalité. C'est celui qui a codé qui choisit celui qui revoit. Ils sont responsables. Moi, je sais que je peux pas engueuler une personne toute seule. Il y en aura au moins 2, et dans les 2, ils se sont choisis. Donc voilà, l'esprit d'équipe, il est là. Moi, le but du jeu, du leadership, c'est de pas pouvoir. Je suis incapable de punir une personne tout seul. Donc voilà, la responsabilité, elle est là-dedans. Et ça, c'est une des clés qui était mise en place. Après, ils font la code review au niveau de qualité qu'ils veulent. Je leur laisse la liberté. Je trouve que c'est toujours insuffisant parce qu'on trouve tellement de choses en faisant de la code review, mais au moins c'est eux qui portent la responsabilité. Ils peuvent pas dire non, c'est l'autre qui a fait ça, t'es dans son équipe, vous pouvez faire de la code review, on peut pas laisser un développeur s'enfermer dans son code, c'est pas possible. C'est le pari, il est là aussi, quoi. C'est du travail d'équipe. Il n'y a pas une personne qui peut se rester toute seule à avoir écrasé toute la moitié de la base de code parce qu'on l'a forcé. Et en plus de tout ça, il nous reste quand même, on prend quand même le temps de faire des tests exploratoires parce que malgré tout, on arrive encore à détecter, malgré tout cet outillage-là, il y a des choses qu'on peut pas voir autrement que manuellement, ne serait-ce qu'une coquille, une faute de syntaxe, de grammaire. Alors les environnements,
comment on fonctionne maintenant? On va rentrer un petit peu plus dans la technique et dans Git. Comment on utilise Git pour fonctionner? Chaque feature est développée sur une branche Git qui est tirée à partir du master. Et donc chaque développeur déploie sur son poste, qu'on peut déployer. On est en train de bosser pour pouvoir déployer dans des Docker totalement isolés. Pour isoler notamment les tests Selenium et compagnie. Et on a un environnement qui est très important avant l'environnement de pré-prod, c'est l'environnement stage. L'environnement stage, en fait, il fait l'intégration continue et la recette en continu, parce que tous les développeurs développent sur une branche feature, et toutes les branches features sont mergées en continu et déployées sur stage en continu, et on fait tourner les tests dessus, on fait tourner les Selenium dessus. Donc le développeur, il s'assure que ça fonctionne sur son poste de manière isolée sur sa feature, mais il s'assure aussi que il se fait pas marcher dessus par un autre développeur qui fait une autre feature. Et du coup, on a aussi les erreurs de stage qui nous remontent de la même manière par mail sur ce regroupement de features. Donc voilà, ça permet vraiment de détecter les effets de bord qu'on peut pas détecter quand on est de manière isolée sur une feature. On va expliquer un peu plus longuement parce qu'on a fait un choix assez radical d'envoyer tout le monde sur des branches. Ça grâce à l'Octopus. Voilà, donc là pour les gens qui font un peu de Git, comment ça marche? Donc on a un master, on va avoir 4 devs qui développent des features ABCD. Là, ils tirent tous une branche, ils font des commits dessus. Et donc toutes ces branches sont mergées ensemble et déployées sur l'environnement stage. Et quand il y a une feature qui est terminée, qui est validée, qui est OK à partir en prod, on va prendre les branches qui correspondent à ces features-là, on va en faire la branche de release. Uniquement ces deux branches-là qu'on va déployer sur pré-prod. Et une fois que c'est bon, on va réintroduire la branche de release dans le master. Et donc après, libre aux autres développeurs de réintégrer directement dans leur branche ces features-là, mais ils n'en ont pas forcément besoin, puisque la plupart du temps, ça continue à compiler. Mais l'important est là, c'est que la branche de release, en fait, c'est un sous-ensemble de ce qu'on appelle l'Octopus, qui est la branche, le merge de toutes les branches features en même temps. Et ça paraît simple quand on le voit comme ça. À mettre en place, c'est pas si simple. Moi, c'est vrai que ça paraît simple parce qu'on est dedans, mais et c'est ultra puissant. Est-ce qu'il y a des gens que ça choque? Dites-le. Pourquoi vous n'avez pas une branche de développement plutôt que toutes vos branches features en fait, que vous envoyez sur Jenkins? Pourquoi vous n'avez pas une branche de développement que vous envoyez sur Jenkins et c'est celle-ci qui tourne en continu? Parce que c'est le bordel, il y a trop de merge à faire. C'est plus comme ça le bordel. Parce qu'en fait, sur l'interface de Jenkins, ça va être le bordel pour retrouver son build, retrouver ce qui casse pas, en fonction de notre branche par rapport à une autre branche de quelqu'un d'autre. Peut-être, mais peut-être pas. Donc c'est tout ce sport-là. Non, mais moi je sais que ça choque parce que je comprends toujours pas pourquoi ça marche chez nous. Mais à l'utilisation, si tu connais Gitflow, on a virtualisé la branche develop. En fait, stage, c'est la branche develop reconstruite en permanence. Et typiquement, s'il y a une feature qui s'est ratée, j'enlève la branche, elle a disparu. On n'a fait aucune activité de merge à la main. On ne résout aucun conflit de merge à la main et on peut enlever des fonctionnalités très facilement. Faire ça, là, pré-prod, ne prendre que 2 features sur les 4, je ne sais pas faire avec la branche développe. On fait des cherry pick ou on fait des... Ouais, ok. Ouais, plus super. Compliqué. Là, on donne une version, l'outil va voir dans Jira les tickets qui correspondent à la version qu'on veut réaliser, ça trouve les branches correspondantes et ça les merge entre elles et ça fait la branche de release. On n'a personne qui fait des merges ou des cherry pick lui-même. Et comment fait l'outil s'il y a un conflit de merge? Eh ben, c'est une très bonne question. Il y a rarement des conflits de merge. Bon, ça c'est un peu la réponse facile. Git est très fort. Non, Git est très fort. Git gère très bien les merges. Ce qui se passe, j'ai une réponse. Chaque dev donc compile sa branche chez lui. Avant de la pousser, il va la merger, il va lancer la commande qui la merge, qui va créer cette branche Octopus. Donc déjà, il va s'assurer que ça merge avec tout le monde avant de la pousser sur le repo. Il s'assure qu'on peut construire cette branche-là qui va être déployée sur stage. Après, ce qui peut être plus compliqué, c'est que cette branche-là,
peut ne pas compiler éventuellement. Ça peut arriver en changeant des signatures, des choses comme ça. Mais c'est des cas qui sont quand même à la marge. Et on arrive toujours à s'arranger en général pour que ça... Mais là, moi, c'est là-dessus, on est en train de travailler, parce qu'on fait une presse à Devoxx dédiée à ça. Parce que on est convaincu que c'est vraiment une tuerie en termes d'organisation du travail. On a encore du mal à expliquer. Je travaille un peu là-dessus, c'est quand on a des conflits de merge, on a toutes les options de résolution possibles qui restent ouvertes. On peut enlever la feature, il n'y a plus de conflit de merge. On peut la mettre de côté. On peut fusionner deux branches et résoudre le conflit dans une seule branche, parce que voilà, les deux features finalement elles sont dépendantes les unes des autres, et là on revient en mode develop où je résous le conflit de merge. Je peux rebaser une branche sur une autre, donc la faire partir après le commit qui posait un problème, donc il y a un ordre. Là, il y en a une qui doit partir avant l'autre, mais elle reste indépendante. Donc il y a un ordre. Ça, c'est dangereux, mais... Ouais, mais si on est en conflit avec une branche qui est prête à partir en prod dans demain ou après-demain, on peut se permettre de faire ça. Et la blague, c'est quand tu dis à un développeur, à deux développeurs, vos branches sont en conflit, évitez que ça arrive, les deux choses qu'ils ont ajoutées au même endroit, qui n'ont rien à voir, ils les déplacent et ça marche. On se démerde. Et ça tue. Et c'est là où, en fait, il n'y avait pas de conflit. C'est juste qu'ils sont bêtes, ils ont ajouté ça au même endroit. Ils font pas exprès, hein. Bah oui, mais on ne le savait pas avant. Parce qu'avant, quand on mergeait tout dans la branche développe, on résolvait le conflit, on rajoutait les trucs, les deux features deviennent liées à vie. Je ne peux plus les séparer parce que j'ai résolu le conflit. Alors qu'en fait, il suffisait d'ajouter les choses à des endroits différents pour que Git passe. Donc c'est ça, moi, on est en train de travailler, on est en train d'expliquer, mais on a un mode de développement qui laisse toutes les options possibles pour résoudre le conflit. On n'en force pas une. La branche développe, elle te force à résoudre le conflit dans la branche développe. C'est tout. Donc là-dessus, on a un mode de développement qui, vis-à-vis du poste de développeur, je prends le master, je fais ma feature, elle est finie, elle part en prod. J'ai pas vu le code des autres, je sais juste que je suis pas en conflit avec les autres. J'ai pas à récupérer le code des autres tous les jours, le code non terminé des autres ou les choses comme ça. C'est tout ça qu'on essaye d'expliquer. Je sais que je pète pas le code des autres, que les tests passent, que les autres pètent pas mes tests. Alors je sais pas ce qu'on a comme je crois qu'on a d'autres slides quand on parle, parce que Vas-y. Le mec, il a eu pour une semaine pour faire sa feature, je suis sûr d'avoir bien compris, c'est mergé automatiquement au bout des semaines ou à chaque commit? À chaque commit. On jette et on recommence. On a un petit schéma qui revient là-dessus après. Donc bon, là c'est un petit peu ce qu'on dit, on n'est pas en trunk avec release branch, on a vraiment des features branches mergées en continu. Et donc on met en prod à partir d'un subset en fait de branches. On a bien conscience de ce qu'on fait. Je voulais pas faire de feature flag sur le master. Trop de conflits, tout le monde modifie au même endroit, du code pour rien, du code non actif en prod. Je vois bien l'intérêt, mais je n'étais pas hyper convaincu. Les branches, ça a l'air sympa, mais... c'est pas... Parce qu'on a... Je sais pas si tu veux en dire deux mots de ça. C'est la suite du petit diagramme de tout à l'heure, mais plus sur la partie modèle de branche. C'est cette partie-là, mettre du code en prod tous les jours. On a 20 développeurs qui travaillent en parallèle. Il faut arriver à savoir quand est-ce que leur code part en prod ou pas. Donc il y a des gens qui mettent en prod le code de tout le monde tous les jours. Je n'étais pas hyper confiant. Donc merger la branche développe tous les jours dans le master... au final, tu vas dire aux développeurs, committez pas dans la branche développe, gardez le code chez vous. Jusqu'à ce que tu sois prêt à le faire. Ou je mets en prod le code de tout le monde tous les jours, donc il n'y a pas de branche développe, je travaille sur le master. Donc ça, c'est un peu ça, c'est quand on release une fois tous les 100 jours, on peut avoir le trunk qui est le code de prod, et puis on développe dans des branches qu'on mergera à la fin du mois. Toutes les semaines ou tous les jours, on est plus sur du trunk-based.
avec des branches pour releaser. Donc ça, c'est un peu le mode de la branche Develop. J'ai la branche Develop, où je travaille pendant une journée, une semaine ou 10 jours dessus. Et au moment où je veux releaser, je la stabilise. Soit je fais un code freeze sur la branche Develop pour fixer tous les problèmes, soit je tire une branche à partir de là et je corrige tous les problèmes dedans et je cherry pick pour remettre. Mais on se retrouve un petit peu dans un mode où j'ai synchronisé tout le monde et il faut que je gère ça. Après, il y a les pull requests sur le master, c'est à la feature. Je mets le master en prod, je mets les fonctionnalités en prod les unes après les autres. Et finalement, nous, on n'est pas très loin de ça. On n'est pas très loin d'un mode pull request où on a une feature chacun dans son coin, des pull requests partout. La seule chose qu'on a ajoutée, nous, parce qu'on s'est rendu compte qu'on en avait besoin, c'est de s'assurer que les pull requests sont compatibles les unes entre les autres. Et ça, moi, je ne l'ai pas vu chez GitHub. Et j'ai pas envie de découvrir au dernier moment que j'ai une pull request qui merge pas avec une autre, alors que j'avais prévu de les réaliser ensemble. Ça c'est difficile et ça j'ai pas vu faire. Donc ça on va essayer de travailler là-dessus. On s'est pas trop concentré, mais si j'ai 15 pull requests en parallèle, est-ce qu'elles sont compatibles? Je peux pas le savoir. Donc nous on a 15 branches et on s'assure qu'elles mergent bien toutes, que le résultat compile, qu'ils passent les tests, qu'ils passent les Selenium, et là on est assez confiant. Donc ça c'est vraiment une petite aventure. Et la petite blague c'est que dans le mode branche develop ou trunk, celui qui commit de la merde, c'est pas lui qui paye, c'est les autres. Tout le monde, ouais. Alors que quand tu commits n'importe quoi dans ta branche, c'est ta branche qui dégage et les autres sont tranquilles. C'est pas le premier qui a raison. Donc c'est un petit système. Donc pour l'instant, ça fait 1 an qu'on fait ça. Et ce que j'expliquais, je sais pas encore entièrement pourquoi ça marche, mais c'est vraiment agréable. Donc le but, enfin, ça vient aussi du fait qu'on arrive à bien séparer les features fonctionnellement et techniquement. Oui. Du coup, est-ce que depuis que vous êtes dans ce mode-là, vous avez déjà passé des évolutions techniques qui seraient un peu centrales ou... Ouais, alors ça nous a, ouais, puisqu'on a un architecte qui. L'archicodeur, il fait quoi à votre avis? Là, il y a une semaine, il s'est amusé à renommer les 3/4 des packages puisqu'il trouvait que les noms étaient mal foutus. Donc il fait ça dans son coin, il nous le dit, puis il dit bon je vais le mettre en prod. Il s'assure que sa branche marche bien et il la met en prod, il la merge dans le master et tous les autres mergent ça dans leur branche ou se rebase dessus pour récupérer les modifs. Là, c'est il a voilà, master, hein, il a son joker, il dit voilà je fais un truc, de toute façon je vais péter tous les merges, il y a rien qui va marcher donc je passe devant vous, j'ai mon joker et c'est à vous de vous démerder pour merger mes modifs chez vous. Mais donc ça arrive. Mais franchement c'est pas très coûteux parce que chaque dev va avoir une branche voire deux et il bosse pas sur 50 features en même temps. Donc voilà, après rebaser ou merger les nouvelles diffs, ça coûte pas très cher à faire. Ça coûte 10 minutes à chaque dev et puis on est tranquille, on arrive à faire passer des gros refactos. Mais qui sont unitaires, qui sont ciblés, et il n'a pas refactoré 10 choses différemment, quoi. Donc voilà. On lui donne un jeton par mois, parce que ça bloque effectivement une release complète, quoi. Il y a une release, c'est que ça, pour le coup. On n'est pas fou furieux, mais et en fait on s'en sert sur cette release-là, on refait une recette à l'ancienne. En fait, on fait une recette expédite où on en profite pour faire une revue de toute la prod, de tout le code. On refait une journée ou une demi-journée de test. Ça fait pas de mal. On est 30 à tous tester le site de fond en comble, donc ça va assez vite de tout tester, quoi. Donc oui, on essaie d'éviter un maximum les conflits, aussi bien au niveau du code qu'au niveau humain, mais ça va sans dire. Et voilà, ça c'est un tweet que Dimitri aime bien. Je pense qu'il y en a un qui est d'accord avec ça. Vous utilisez du feature branching, donc c'est dommage, vous faites pas d'intégration continue. Bah si, justement, on a trouvé le moyen de faire les deux. Il est pas convaincu, hein. Ouais. Mais moi je suis pas convaincu non plus, hein. Techniquement, théoriquement,
c'est pas ça. Donc, mais pratiquement, il y a matière. Parce que ce qui est intéressant, c'est que notre intégration continue, à chaque commit, elle fait compilation, test automatisé sur chaque branche qui est committée et sur l'octopus, donc qui est ce merge des branches. Donc on est sûr que chaque branche marche, que la réunification fonctionne, et donc on fait du continuous merge. Cet octopus, en fait, il est jetable parce qu'à chaque commit, il est recréé. Je crois que c'est ce qu'on va voir. Voilà, c'est ce qu'on va voir ici. Donc le master est mergé avec toutes les branches features pour en faire l'octopus, et c'est sur cette branche-là qu'est basée notre intégration continue. Ça, c'est la branche développe. Et quand un développeur pousse un nouveau commit sur sa branche, eh ben, on recrée un octopus et on relance l'intégration continue, les tests sur ce nouvel octopus. Donc à chaque commit unitaire de chaque branche, on s'assure que tout compile, tout passe. Mais on l'a jeté entre-temps. C'est-à-dire qu'il peut avoir on peut avoir enlevé cette branche-là entre-temps. Elle sera plus dans Develop. On peut l'avoir mise en prod et elle peut être dans le master. Ça vous assurez simplement qu'il n'y a pas de conflit en fait. Ouais. Il n'y a pas de conflit de merge. Mais dans les faits, chaque développeur continue à travailler sur sa branche qui était d'origine. Ouais. Et en fait, dans les faits, c'est pas encore mergé. Hein. Non. Oui, mais sauf que les features, les tests, les validations fonctionnelles sont faites sur l'environnement stage, en fait, sur lequel on déploie l'octopus. Du coup, on est sûr que fonctionnellement aussi les features, quand elles sont validées avec les impacts des autres features. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un octopus qui marche et que en enlevant une des features, ça marche plus? Bah, c'est genre qu'elle soit liée sans... Pas... Non. Que ça n'a pas été flagrant comme ça. Là, la feature, elle marche toute seule. Celle-là, elle marche toute seule. Les deux marchent ensemble. C'est difficile. Théoriquement, oui, ça peut poser problème comme ça. Je pense qu'on peut construire des cas qui génèrent ces problèmes-là. Mais en pratique, je pense qu'il faut qu'ils soient détectés par des tests unitaires. À mon avis, s'il n'y a pas un test unitaire dans ce cas-là qui casse, ça va être bizarre. Et si ça arrive une fois sur 1000, bah, je préfère travailler comme ça et avoir le problème théorique qui m'arrive. On s'est fait peur une fois ou deux. Ça fait monter le niveau de connaissance de Git de l'équipe. Et sur certaines personnes, ça le fait monter très haut. Parce que bah, voilà, quand il y a deux branches qui ne mergent pas ensemble, pour trouver la solution, c'est pas toujours évident. Mais on se force à les laisser indépendantes. Ce modèle-là nous force à laisser le plus longtemps possible les features vraiment indépendantes. Quand on les merge, y compris dans la branche développe, en fait on les rend dépendantes l'une de l'autre, elles ne peuvent plus être réalisées l'une sans l'autre. Et faire du... Voilà. Donc, là il y a un cas tricky qui peut arriver dont je parlais tout à l'heure, c'est quand on merge tout, on a l'octopus qui fonctionne, on arrive à tout merger, mais il compile pas. Ou pire, il compile, mais il y a un test qui passe pas alors qu'il passe dans chacune des branches. Ça, c'est les cas vraiment extrêmes. C'est ça qui arrive. C'est pas du code en prod qui marche pas, c'est des tests qui passent pas. Mais quand il compile pas, c'est les cas un petit peu chiants, mais au final... On apprend vite à résoudre ce genre de conflit. Il y a des patterns qui se retrouvent et on trouve toujours les solutions, enfin quasiment toujours les solutions. Après, les trucs que tu dis qui pourraient foutre la merde, là, c'est si jamais on s'amuse à merger une branche dans une autre et puis ah bah tiens, je suis en conflit avec toi. À partir du moment où on commence à merger les branches rebasées les unes dans les autres, là ça commence à faire un sac de nœuds et parce qu'elles sont plus indépendantes. À partir du moment où elles sont vraiment indépendantes, il n'y a pas trop de soucis quoi. Comment vous faites pour corriger un fixe en prod? Ben, on fait une branche, on la met en prod. On garde une. Vous en faites une feature C que vous mettez. Ouais. La feature C, elle peut passer devant les autres. Mais d'après votre système de déploiement et tout, il vous faut à peu près 1 à 2 journées pour que c'est notre pratique. C'est notre pratique, ouais. Techniquement, il nous faut 1h30. En 1h30, on peut commiter. Mais imaginons que vous corrigiez 2 problèmes en prod. Que vous faites passer rapidement, et après avoir fait passer ces 2 commits en prod, automatiquement toutes les autres branches qui seront dans Octopus seront rebasées automatiquement une fois que ce sera parti en prod. Non, elles sont pas automatiquement rebasées, c'est au choix. On peut les rebaser ou pas. Elles sont pas rebasées? Elles sont pas forcément rebasées. Non?
Non, parce que de toute façon, elle merge avec le master. Le master, une fois qu'il y a eu la mise en prod, la release branch est mergée dans le master. Elle récupère la modif. Du coup, comme les autres sont mergés avec le master, bah, l'Octopus a récupéré les fixes. Le rebase, il est là. Hein. Le souci, vous allez avoir, c'est que si vous corrigez deux fixes que vous regardez dans le master et tout, à la fin, au moment où Octopus sera recréé, ça peut rendre toutes les features A et B, C, X jusqu'à Z, si vous voulez. Tout peut partir en conflit à cause de juste de ces deux. Mais non, parce qu'on l'aura vu plus tôt. On l'aura vu avant de mettre en prod, parce que ces branches-là vont passer dans l'Octopus et elles vont casser l'Octopus avant de partir en prod. Je crois qu'il a pas l'air convaincu, le monsieur non, là-bas. Mais moi, je suis dans l'état, je suis dans la tête de monsieur, j'ai aucun souci, et ça me pose pas mal de problématiques, mais en pratique, ça fait mal. Et c'est pour ça qu'on veut en parler, c'est pour ça qu'on veut l'expliquer et le confronter. J'ai vraiment conscience du choix assez radical qu'on fait. Je pense que c'est un choix intermédiaire du continuous merge dans le master, mais c'est d'un agréable et ça permet de partir d'assez loin. On peut avoir toute une flopée de gens qui travaillent sur une branche commune en développe. On fait juste des branches à côté et on est capable de s'assurer que ces branches-là ne poseront pas de problème plus tard. Finalement, on peut s'en servir uniquement, vous pouvez l'utiliser chez vous, uniquement comme outil de test. Vous gardez votre branche développe et vous faites juste le merge de toutes ces features-là avec développe, pour savoir si vos branches vont vous poser un problème de merge plus tard, avant qu'il arrive. Sinon, si vous ne faites pas ça, là, vous attendez juste que le mec dise « Moi j'ai fini » pour découvrir le conflit de merge. Mais c'est ce qu'on fait, en fait. Vu que c'est le master qu'on a en prod, nous, la partie développement, dès que la feature elle est finie, on le met dans le développement. Systématiquement. Oui, mais vous découvrez un conflit merge. On le découvre au moment où on le met dans le développement, mais c'est normal parce qu'on utilise c'est trop tard. Moi je dis que ça c'est trop tard. Bah non, parce qu'on utilise développement, ça peut pas être trop tard. Et développement, tu peux pas enlever une feature qui est dans le Si, on fait un rebase I, puis après on sélectionne. Vu que c'est que dans. Donc tu fais de la gymnastique. Mais dans le développement, il n'y a que des merges de branches, donc c'est facile à retirer en fait. Il y a juste le merge de branche à retirer, et après la feature elle est partie. Mais nous ça marche très bien. Ouais, mais moi je dis pas que j'ai la solution unique, hein. Mais il y a un problème de tempo, dans vos features il y a forcément un problème de tempo, et à un moment donné, quand vous mergez, il y a forcément des features qui sont dans le master chez vous, dont vous avez besoin après pour tester et valider vos tests unitaires. Il y a forcément un remerge ou un rebase à faire. Les features, elles vont être mergées à un moment donné. L'Octopus, Et la feature A qui est testée et qui marche sur le code du dev dans son environnement, elle est obsolète parce que quelque part, elle prend en compte tout le code qui est sur le master. Mais on n'en a pas besoin. Alors, si lui il a besoin du code qui est dans le master, il fait son rebase ou il merge le master, mais s'il n'en a pas besoin, il n'en a pas besoin. Ce qui veut dire que vous avez des tests unitaires par feature, ça ok. Mais est-ce que vous avez des tests qui s'assurent que l'ensemble des features qui est migré fonctionnent aussi? Oui, là, ça, on le compile, on le teste. C'est des tests faits pour master exprès? Ou c'est des tests qui sont l'agrégation? C'est le master. Le master, il est compilé, il est testé. L'Octopus est compilé et testé. Et chacune des branches est compilée et testée. On enlève des manipulations Git. En fait, on économise beaucoup de gymnastique Git. Vous faites pas du travail en trop, par exemple, vous faites 3 features, il y en a une qui a posé problème, vous l'avez résolu grâce à l'Octopus que vous en êtes rendu compte, vous l'avez résolu, après vous faites une 4e feature, finalement la 3e feature qui posait problème va pas partir en prod parce qu'elle pose des soucis, donc les 3 autres en fait partent en prod, sauf qu'en fait vous vous êtes amusé à résoudre un conflit sur la C qui n'est pas parti en prod, une semaine plus tard elle veut partir en prod finalement, et ben il y a encore des conflits avec la feature, en fait vous résolvez systématiquement des conflits au fur et à mesure qu'ils se produisent, alors que vous n'êtes pas sûr que la feature part en prod. Ça fait pas. Le truc, c'est qu'on résout pas tant de conflits que ça. Je pense pas qu'on fasse de travail en trop, on fait pas vraiment beaucoup de travail. Cette feature-là, si elle n'a pas besoin de partir en prod, on la fait pas pour l'instant, ou on l'enlève. Mais j'ai pas l'impression, et moi le débat il est vraiment ouvert, ça m'intéresse, c'est pour ça qu'on fait les présentations, c'est pour pouvoir aller savoir si on fait n'importe quoi dans notre coin, ou si on a quelque chose qui est intéressant pour les gens. Ça marche quand même pas mal, on doit pas faire totalement. Donc, l'idée ça serait d'en parler un peu, essayer un peu de sympathie pour les gens qui font des c'est... Parce que là on est paumés. Mais... Ça marche en SVN aussi, hein. J'ai essayé. Si. J'ai essayé, ça marche. C'est plus long. Si, les merges de branches, ils y arrivent bien.
Après, il résout moins bien les conflits. Mais, non, mais si vous voulez reparler de Git plus en profondeur, on peut en parler après si vous avez des questions plus générales. T'avais une question Juste une question sur la création de l'octopus. Donc là, sur ce dessin, quand on commit la feature B, si le rond vert il casse l'octopus, c'est toute la feature B qu'on enlève et puis du coup. Non, parce que le développeur, en gros, il va créer l'octopus en local avant de committer sur sa branche feature B et il va aussi jouer le script qui crée l'octopus sur sa machine. Comme ça, il s'assure que quand il pousse son commit, il va pas péter l'octopus. L'octopus va pouvoir être créé au moins, pas forcément compilé, mais au moins être créé. Donc c'est vraiment une grosse erreur de committer sans jouer l'octopus, sans le créer en local. Et retirer la branche, c'est une option. Il suffit de la renommer, en fait, c'est basé, l'octopus il prend des branches qui ont un certain pattern de nommage, on change le nom et... Ça, c'est la façon de résoudre la plus simple. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, je l'enlève. Mais bon. GitHub. Oui. Je me sors en moyenne, c'est combien la durée de vie d'une branche de maintenance de feature? On n'a pas de contrainte. Non, mais ça va être entre 2-3 jours et peut-être 2 semaines, quoi. Ça va pas être plus que ça. Donc si on veut la maintenir en vie, on peut la rebaser sur le master fréquemment, mais voilà. Mais on n'a pas d'intérêt à la garder trop longtemps non plus, quoi. Ça pousse à faire des features. Oui, parce que je pense que votre système marche parce que vos durées de branches. Non, il y a des branches qui ont 2 mois, hein, mais juste si on fait beaucoup de code dedans et si elle génère des conflits, à un moment donné, c'est elle qui va avoir du mal. Ouais. Une petite question liée à ça. Donc, là, on a une solution pour, en gros, éviter les merges manuels. Donc, c'est malin. Je me disais aussi que ça doit venir du fait que, justement, on va merger tous les jours. Donc, on a des petites feature branches. On n'est pas non plus sur 200 développeurs en parallèle. Enfin, tout ça, ça doit aider. Ça rend possible le fait d'éviter complètement les merges. Maintenant, je me demandais, en termes d'historique projet, ce que ça donne. Parce que ça veut dire que tous les jours, quand même, on merge un certain nombre de feature branches. Est-ce que ça fait un point de métro, ou est-ce que du fait que les feature branches ne vivent pas trop longtemps, du coup, on a beaucoup de parallélisation, mais ça se remerge souvent, on rebase souvent. En fait, c'est ça, l'historique, il y a 5-6 branches qui sont mergées tous les jours. Donc l'historique, c'est pas le plus bel historique de la Terre au niveau du master, quoi. Mais c'est pareil sur le develop, quand on merge les branches, l'historique devient plus dur à lire. Mais tous les commits sont tracés. Quand on prend un fichier, il a son historique. Avec la branche développe, l'historique il reste propre à condition de faire un rebase avant le merge. C'est un merge NoFF. Ouais. Et nous, ça, on pourrait essayer de le faire, mais ça, on fait pas, effectivement. Notre historique est moins beau, ça c'est sûr. Mais pas très beau. Mais bon. Donc si vous voulez tester, c'est dispo sur notre GitHub, d'ailleurs. Vous pouvez jouer. Bon, je pense qu'on a bien là-dessus, on a bien vu le sujet. Plug and plug des branches facilement. Voilà, je vous dis, c'est un pattern de nommage, donc c'est très facile. Je pense qu'on a bien fait le tour. Et voilà, ça c'est donc notre TeamCity. On utilise TeamCity en intégration continue. Et donc vous voyez, tout ça c'est des branches features qui sont mergées en parallèle, en continu. Et donc ça marche, ça scale assez bien, parce que là il y en a une trentaine, on est monté à plus de 40 je pense au max. Et c'est pas forcément, effectivement, c'est pas forcément des devs énormes dans chaque branche, ça peut être des petites corrections de bugs, des petites choses comme ça, mais en tout cas, sur des features de taille raisonnable, ça scale vraiment bien, quoi. Voilà, Dimitri, si tu veux conclure. La conclusion, c'est... notre approche, c'est livrer ce qui est prêt. Il n'y a pas de raison que ce qui est prêt ne parte pas en prod. Donc vous vous organisez comme vous voulez. Nous, on vous a montré un peu nos différents raisonnements itératifs. Voilà là où on est arrivé. Livrer ou coder en parallèle, c'est se laisser les options que ceux qui vont vite passent vite et ceux qui vont plus lentement ne bloquent pas les autres. Ça, c'est vraiment la clé. C'est un mec qui est bloqué ne doit pas pouvoir bloquer une release complète. Moi, c'est cette partie-là où on arrive à s'organiser comme ça. Et l'autre chose qu'on a découvert, finalement, c'est qu'éviter les conflits, c'est beaucoup plus agréable que de les résoudre. Donc on triche, on est moins courageux,
mais c'est beaucoup plus efficace. Donc plutôt que de chercher à résoudre le problème difficile, on essaye de ne pas l'avoir. Donc les merges, c'est passé comme ça. Et c'est tout. Donc c'est vraiment un exemple, là c'est vraiment un exercice de retour d'expérience. On ne demande pas aux gens de faire exactement comme nous. On dit, voilà comment on fait. Si vous avez mieux, on est preneur. Si ça vous aide, tant mieux. Mais ce chemin-là, on vient de le faire. Ça prend du temps. Faut être patient. On a fait ça sur 2 ans, 2-3 ans. On a une équipe assez stable, une bonne code base, des développeurs qui sont assez bons. Donc on est dans toutes les bonnes conditions de travail et ça prend quand même du temps. Donc il n'y a pas de magie. Hein. Est-ce que pour éviter les conflits, vous pouvez vous donner du temps pour faire du refacto par exemple? C'est-à-dire vous avez évité un conflit mais vous avez peut-être créé une dette d'un truc pas forcément propre et à un moment donné vous dites qu'il faut refactorer à ce moment-là mais on va le faire. Un refactoring bien ciblé crée peu de conflits. Hein. Les mecs qui refactorent un peu tout partout ou qui reprennent le formatage de code parce que ça leur plaît pas, ils ont du mal à passer. Hein. C'est eux, ils passent pas. Puis ils peuvent le passer au bon moment en prévenant suffisamment les gens. Je vais refactorer telle partie, ça va avoir tels impacts. Donc si vous bossez aussi là-dessus, prévenez-moi et on va voir quoi. On s'est rendu compte qu'on peut moins faire des choses sales dans son coin sans le dire aux autres ou en disant trop tard, c'est dans la branche, c'est dans le master, maintenant vous réparez. Non, ceux qui font les choses sales, ils ont plus de mal à passer. Ça c'est une petite surprise vertueuse et globalement plus c'est petit, plus c'est propre, plus ça va vite. Donc j'ai 2 questions, plus sur Git cette fois-ci. La première, c'est, je reviens un peu sur la présentation, vous avez parlé que vous recevez des mails de log chaque jour. J'ai entendu que vous parliez aussi d'Elasticsearch. Ouais. Pourquoi vous n'utilisez pas une interface graphique comme Kibana ou des choses comme ça? Ça sera plus simple pour vous Si, mais la base de départ, c'est on a du Greylog, on a un Elasticsearch, on a ce qu'il faut, mais les devs ne vont pas le voir. C'est vrai. Kibana sert à voir... Non, mais ils vont pas le regarder. Si on a un Kibana, on en a un, ils vont pas le regarder. Et donc là, il y a... Voilà, mais après, j'ai pas dit qu'on avait des devs parfaits. Hein. Ça, j'ai jamais dit ça. La preuve. Mais oui, ça peut marcher très bien. Là, c'est quelque chose qu'on avait de base il y a très longtemps. Gmail est un super outil d'indexation et de recherche quand il y a une stack qu'on comprend pas. Greylog n'est pas systématiquement branché sur tous les serveurs, tous les postes de dev et compagnie. On n'indexe pas les logs des serveurs de dev, mais les devs, quand il y a un serveur qui part en vrille sur leur machine, ils reçoivent des mails de leur machine. Et ça tue, parce que personne n'a l'intelligence d'aller regarder ses logs quand il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est généralement au bout de 10 minutes que ça marche pas, tu regardes les logs, tu dis « Ah, toutes les stacks !» Si j'avais su, voilà. C'est un petit truc, c'est tout bête, hein, mais quand on reçoit un mail, t'as le serveur qui te dit par mail, je démarre mal, c'est sympa. C'est pas... La deuxième question, c'est vous envoyez un mail en fait à tout le monde lorsque vous faites une mise en prod, pour prévenir comme quoi vous avez fait une mise en prod. Ça risque pas d'être embêtant, par exemple, si vous corrigez beaucoup de bugs en prod, et que tout le monde, par exemple, notamment... des personnes qui, je sais pas, des commerciaux, des choses comme ça, qui n'avaient pas besoin d'être au courant et que finalement ils se rendent compte qu'il y avait un bug sur le moteur de recherche, puis une heure plus tard ils reçoivent un mail comme quoi qu'il y avait un bug sur, je sais pas, les articles, puis etc. Ça va pas faire me donner une mauvaise image de vous au final sur... Tant mieux. Si on fait de la merde, autant le partager. Non, j'ai vraiment là-dessus, c'est la transparence, ça fait partie des fondamentaux, on n'a pas à cacher ça. Moi ça fait du bien d'avoir honte de ces choses-là. De toute façon, on est dans l'Open Space IT, on a 2 télés de 50 pouces avec le nombre de bugs en prod connus. Le nombre de bugs connus en prod qui s'affichent et que tout le monde voit, on le cache pas quoi. Et en gros, je suis pas sûr qu'ils les lisent vraiment ces mails-là. Ouais. Donc, mais ouais, c'est une bonne question. À un moment donné, on disait bug corrigé en prod 5, et puis moi je dis non, autant en lister. Après, il y a des problèmes sur les sécurités, les bugs de sécu et compagnie, mais
Non, pour l'instant, on n'a pas eu ce retour-là. Ce que je disais, c'est que des fois, il y a des messages, des noms de tickets qui les font rire. Mais c'est tout, il y a pas de... ça crée de la discussion, ça peut créer du partage, et puis même s'ils viennent nous engueuler, ça fait une bonne occasion de discuter. Ah, ça fait des conflits à régler, vu qu'on n'en règle pas grâce à Git. Ça donne des raisons aussi de mettre de l'argent pour améliorer les pratiques. Voilà. Bah, ça montre qu'on a des problèmes, et que du coup, quand on dit on veut passer du temps à résoudre les bugs, ils comprennent, quoi. Est-ce que cette méthode de travail, elle ne peut pas se faire tout début d'un projet, non? Il faut attendre que le projet soit déjà mis en prod, une première version? Dès le début, en fait, dans cette démarche-là. Je pense que ça doit être plus facile dès le début, parce que on part de rien, donc on commence. Par contre, il faut être capable de mettre des petites choses en prod dès le départ. Mais si vous avez un serveur Tomcat, vous mettez une servlette et puis après vous construisez de manière incrémentale, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a des gens de la Société Générale qui vont essayer l'outil sur du .NET, c'est du Git, les autres choses, le Selenium, le Grid Selenium. Alors sur le Selenium, on ne l'a pas dit, c'est la clé pour passer d'1 heure à 10 minutes sur les Selenium. On a un peu massivement triché, mais finalement pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a pris une machine chez OVH qui a 128 Go de RAM, on a mis 48 Docker dessus. Ça allait pas plus vite. Et après, on a décidé de mettre les Docker en RAM. Et là, ça allait super vite. Donc en fait, il n'y a plus aucune activité disque. Les Docker sont entièrement en RAM. Les navigateurs, tout est en RAM. Et on a un grid Selenium en RAM. Et bah voilà. Donc c'est... Juste, je sais pas si, à mon avis, vous devez connaître un des trucs qui est fatal avec Selenium, c'est que dès qu'on fait des tests, est-ce que ça n'apparaît pas? En fait, sur tous les tests Selenium, il y a un wait time pour voir est-ce que ça apparaît, est-ce que ça apparaît, est-ce que ça apparaît. Oui, c'est bien apparu, c'est 3 secondes ou 10 millisecondes. Et quand on fait un test, est-ce que ça n'apparaît pas? Parce que souvent on teste le cas qui n'apparaît pas. En fait, il va attendre le temps qu'on lui dit attendre globalement. Donc ces tests-là, il faut peut-être les tweaker pour dire attention, quand je fais des tests, n'apparaît pas. Réduis-moi le timer à 1 milliseconde et hop, ça passe directement là-dessus. Ouais, ce truc-là. Là, c'était vraiment le bootstrap de Firefox qui prenait 3 secondes par test et il le faisait pas de manière en parallèle. Ça bourrinait les disques et sur un grid, sur une machine. Et une machine comme ça chez OVH, ça coûte 250 € par mois. Vous n'avez pas passé à PhantomJS, ça permet d'accélérer justement le time. Ouais, mais là non, on a un vrai navigateur avec ses bugs et donc non, ça c'était une partie. On a essayé de réduire du temps. En fait, on essaye de chercher à ce que du commit à la prod, ça prenne le moins de temps technique possible. Et quand on y arrive, c'est... Il y a un aspect qui a été évoqué tout à l'heure, une composante essentielle pour faire des livraisons continues, c'est le monitoring, l'automatisation du monitoring. On a parlé d'envoi de mail, par exemple, sur les statistiques, ce genre de choses. Il y a moyen de faire beaucoup de choses en matière de monitoring, partir du technique, applicatif, plus métier, etc. Je me demandais comment vous vous organisez. Qui c'est qui a créé le monitoring, est responsable du monitoring, enrichit, imagine des nouvelles choses à monitorer? On a un Ops qui techniquement le fait, mais c'est un peu tout le monde qui peut contribuer. C'est quand on veut voir une fonctionnalité. Alors, moi, on a participé pas mal, les managers, les gens qui suivent. On a besoin de voir des comportements. C'est vraiment, je pense au niveau des product owners, ils sont assez techniques quand même chez nous pour comprendre la fonctionnalité. Ils ont l'habitude de Google Analytics ou des choses comme ça. Donc quand on leur présente la même chose à un cran en dessous, ça prend assez vite. Donc là, il y a encore sur le continuous delivery du monitoring, on n'y est pas. Mais je pense qu'il y a matière. Donc plus avec du graphite ou des choses comme ça, on peut arriver à faire en sorte que ce soit le serveur lui-même qui décide ce qui doit être graphé et de pouvoir committer les tableaux ou les dashboards à construire directement dans la base de code. Ça veut dire par exemple que potentiellement tous les développeurs peuvent monter en compétence sur le graphique, sur les search, sur les développements dans Redux, des choses comme ça, c'est un peu tout le monde.
Oui, on a besoin que les gens se sentent concernés par ça. Aller regarder Kibana, c'est pas les ops, c'est les devs, on est bien d'accord. Et c'est un changement de culture. C'est dans chaque instance de Docker sur chaque poste ou ça c'est vraiment externalisé sur la pré-prod et la prod? Ça c'est externalisé, ouais. Et c'est pour ça que les mails sont une tricherie assez violente là-dessus. On reçoit des mails d'un peu partout, et puis mais on a plein de choses à faire progresser dans ce cadre-là, quoi. Il y a aucun souci là-dessus. Le mouvement en 2 ans, en 3 ans, le mouvement c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à regarder ce qui se passe en prod. Et ça, au niveau du continuous delivery, c'est le gain fabuleux. C'est que les gens arrêtent de nous parler des features qu'ils voudraient ajouter aux features qui seront là dans un mois. Ils nous parlent des features qu'ils veulent ajouter sur la prod. Et ça simplifie beaucoup de débats, parce que si par mégarde on ne fait pas les features qui sont prévues dans un mois, il y a moins de problèmes. Et on peut tous décider de ne pas faire certaines features. Donc les gens ont plus conscience de la prod telle qu'elle est. Et moi ça me fait beaucoup de bien au cerveau, à la planification, à beaucoup de choses. C'est pas mal. Par rapport au genre de business, c'est une bonne question parce que nous, par exemple, sur des cycles longs, les gens changent beaucoup d'avis. Et si on mettait en prod tous les jours, je pense que les utilisateurs ils se prendraient. Il y a des points qui apparaissent, qui disparaîtraient, qui changeraient. Je sais pas s'il faut avoir cette phrase, ça va très vite, une analyse par jour, le cycle évolue très rapidement. C'est pas forcément une bonne chose non plus. C'est plus si vous avez besoin de gérer ce genre de. Boutons qui changent de taille, d'emplacement et de couleur assez fréquemment. Non mais sur des trucs, ouais clairement il y a des changements. Comme on fait aussi pas mal, on essaye aussi de faire pas mal d'A/B testing pour voir justement ce qui marche le mieux. Ah mais c'est vachement intéressant comme question. C'est quoi le mieux? Je sais pas. Est-ce que c'est mettre un truc, le tester, se rendre compte que ça marche pas et revenir en arrière ou... C'est demander à l'utilisateur si ça lui plaît ou demander à celui qui pense ce que l'utilisateur sait si ça lui plaît. Au final, c'est l'utilisateur, parce que c'est lui qui va utiliser ce que vous voulez. Donc on préfère aller vite et puis... Sur l'application de gestion, par exemple, donc si la personne elle change de parcours tous les jours, il va être perdu. Et ça peut aussi, ça dépend des cas aussi. Ouais, mais on se rapproche de l'utilisateur, on se rapproche du besoin et on tourne moins en rond. Je pense voilà, ça va forcer les gens à apprendre à décider peut-être un peu de manière un peu moins. Ouais. J'ai rien. Il a dit, vous avez pas eu l'idée de mettre en place un système qui permettrait à l'utilisateur sur le site de voir par exemple qu'il trouve un truc louche et de pouvoir sélectionner cette zone-là et de vous envoyer, de vous dire bah, c'est bizarre, moi le bouton il était à tel emplacement, maintenant il se retrouve à tel endroit. Ouais, nous on a des utilisateurs qui sont principalement là pour la première fois, donc on a moins ça, mais oui, ça pourrait faire l'objet de plus de dialogue avec l'utilisateur. Donc nous on a... et regarder la prod, c'est aussi regarder les utilisateurs qui sont en prod, c'est être plus capable de les écouter. Donc non, je pense que là il y a vraiment des choses intéressantes. Et il faut faire ça, oui, différemment. On aura plutôt tendance à effectivement faire du feature flag ou à dire aux utilisateurs, voilà, activer la version bêta ou à gérer plusieurs états en disant si vous voulez garder la version X, vous l'utilisez. Si vous voulez, avec les nouvelles features, vous pouvez. Et ils acceptent de bêta tester plus souvent les fonctionnalités. Mais Chrome fait comme ça, on se plaint pas tous les jours. Hein. Le continuous delivery, c'est bien on a l'impression d'avancer tout le temps sur les devs, etc. C'est génial. En revanche, il y a quand même une notion en tant que chef de projet de se dire, on se met des jalons pour dire on va lancer telle fonctionnalité à telle date. On ne peut pas la lancer avant parce qu'on a une campagne média ou autre. Et ça, comment vous gérez ça? Ce dont je venais de parler, on peut le faire en gros feature flag, une feature activable. Et moi, c'est les plus belles mises en prod. Les mises en prod que je préfère, c'est celles où on active. Et on n'a pas une grosse mise en production de code à faire. On aurait tendance à le faire comme ça. Et en fait, ça nous est arrivé de changer beaucoup de choses au niveau du site. Et le gros lancement, en fait, c'était changer la couleur du fond. Le reste a changé de manière continue, mais le truc vraiment visible, finalement, c'était surtout la couleur de fond.
Et ça, c'était un tout petit dev à la fin. C'est fait en amont, c'est dans un fichier conf qu'on n'active pas, mais on sait que la feature marche. Là, c'était même une feature qu'on a mis en prod pour changer la couleur de fond, et tout le reste où on a retravaillé les formulaires, repositionné, on les a fait incrémentalement, et on a fait plutôt les choses qui avaient beaucoup d'impact sur le code et peut-être moins de choses sur le front. On les a mis en prod très tôt, et celles-là, on les a testées, ça changeait rien, mais on a refactoré, on a reconstruit des choses. On les a fait très tôt, on a eu des pains de prod très tôt, mais on a eu le temps de les corriger. Alors que si on lançait tout ça en même temps que l'ergonomie nouvelle, on ne pouvait pas savoir d'où viennent les problèmes. Donc, ça a ce bénéfice-là. Ouais. J'allais dire, on va peut-être arrêter les dernières questions. Parce que j'ai commencé. Ça, c'était quoi les cas où vous n'avez pas pu livrer dans la journée? Je crois que vous avez 210 livraisons, pas 220 jours. On livre pas le vendredi, donc en fait on a 170 jours ouvrés pour livrer et on a fait 220 En fait on en a fait un peu trop. Donc on a plutôt assez facilement quand on a des Oui, il nous arrive aussi de vouloir mettre en prod, il peut nous arriver de vouloir mettre une feature en prod, juste cette feature-là, en plus de la mise en prod habituelle de petites features, donc on peut en faire 2 de suite des fois, on peut corriger un problème dans l'après-midi consécutif à une mise en prod du matin, donc on en a plutôt fait plus qu'effectivement on doit bosser 218 jours, on a fait 208 livraisons alors que il y a quand même 52 vendredis où on n'est pas censé mettre en prod, donc on en a fait quand même un peu plus qu'une par jour malgré tout. Et ça c'est assez intéressant en fait. Une feature qui est risquée, on va mettre toutes les autres en prod et celle-là toute seule. Comme ça, si elle foire, on la rollback sans annuler toutes les autres. Ça c'est assez intéressant. Et on voit de plus en plus de comportements de développeurs ou de business analysts qui disent bon, celle-là on va la mettre toute seule. Et on gagne en expérience là-dessus et c'est vrai que ça c'est intéressant et on a découvert. Moi je me suis fait engueuler par le patron parce que je n'avais pas prévu de faire de MEP le 29 et 30 décembre, donc en plein milieu entre Noël et le jour de l'an. J'ai dit bah non, il y a presque personne. Mais quoi, vous faites pas de MEP? Bon tiens, c'est marrant, l'année dernière on m'aurait pas engueulé pour ça. Et en fait on se rend compte que les business analysts, c'est tout le métier en fait. Ils commencent à bien intégrer ça, et les A/B tests, de valider que les fonctionnalités ont des impacts, si on n'étale pas ça dans le temps, on n'a pas la capacité de savoir laquelle a vraiment marché. Donc on a maintenant de plus en plus besoin de prouver que telle fonctionnalité a bien marché, donc on peut la mettre toute seule en prod et voir qu'elle a bien l'effet escompté. Donc on a une meilleure granularité pour voir l'impact des fonctionnalités. Ça nous oblige à travailler de manière plus granulaire, mais c'est bénéfique, quoi. Voilà pour le petit parcours. Alors, pour finir, merci Dimitri et Benjamin. Oui, déjà j'y pensais pendant la presse. Je voudrais remercier CLT Service de nous accueillir. Crime de lèse majesté, je les avais pas. En plus, ils m'offrent un petit bonus pour partir et pour pas partir le ventre creux. Moi j'avais envie de les faire venir parce que justement ça montre toute la complexité du continuous delivery. Il y a l'aspect technique, je pense qu'on pourrait encore refaire un débat de 2 heures encore, sans parler des gens qui sont encore sur SVN. Oui, ça arrive. Même à beaucoup de monde, beaucoup plus de monde qu'on le croit. Ça pourrait aller jusqu'au la perf. Pour la petite histoire, moi j'ai travaillé pendant 2 ans chez SFR. Ils sont pas dans la qualité de code extrême, mais par contre ils sont dans la mesure de la métrique en prod qui est parfaite, quoi. Donc dès qu'il y a un problème, ils voient, ils ont des courbes ils font la dérivée sur les courbes de Graphite et ils voient si la dérivée est mauvaise, c'est qu'ils perdent plein de clients, donc il y a un bug et ils y vont direct. Donc voilà, et après on pourra même aller sur le coût du délai, qu'est-ce que ça apporte de livrer tout de suite, comment ça responsabilise le métier, je pense que c'est ce que je voulais rebondir. Je pense que ça responsabilise énormément le métier d'y aller comme ça, et ça c'est super intéressant. On échoue tous en même temps en fait quand on fait ça, le cycle est en cours, c'est toute la chaîne qui est en cause, il n'y a pas de problème, il n'y a pas... Et d'où Lean Enterprise, parce que Lean Enterprise c'est ça en fait, c'est de remettre l'importance de l'IT
leur expliquer avec des techniques comme ça, nous on est capable de livrer en performant des choses en permanence en prod, à vous de faire les bonnes choses, à vous de travailler sur quoi la valeur métier, et là on retombe sur Donald Ronerstein, et on a un nœud au cerveau. Voilà, merci.